Mais nous avons vu Danny était mort. Mais son corps était tellement en putréfaction qu'on n'a même pas pu réellement le saisir et l'enterrer. Donc Saga, il est mort à 33 ans. Arafat, il est mort à 33 ans. Beaucoup d'artistes meurent en 3 ans. C'est des cycles. Il y a 27, 33 et 49 et 50. C'est un virage que si vous ne savez pas faire, vous mourrez. Et moi qui suis né à l'église, j'entendais régulièrement quand on me donnait des messages de prophétie qui pourraient arriver. Mais il n'a pas longue vie. Ça, on me le disait tout le temps. Il n'a pas longue vie. Comme si tu allais mourir tôt. Exact. En 2001, tu es devenu une rockstar. C'était quoi la vie de rockstar à cette époque-là? Vous pouvez rentrer dans un supermarché, vous achetez, vous alliez payer, mais si jamais vous tombez peut-être sur le responsable ou le boss qui vous reconnaît, il regarde ce que vous avez acheté. Si c'est pas trop, il vous dit passez. On vous accueille, on vous donne la place qu'il faut. Le succès avec les femmes. Comme j'ai dit, parler par exemple du FESPAM tout à l'heure, au Congo, qui est le plus grand festival de musique panafricain, dont le budget dans ces années-là, en 2000, le budget du FESPAM tournait autour de 5 milliards et plus. Donc quand on est invité, Claudie s'en souvient très bien, on était au Méridien, c'était le plus grand hôtel, chacun sa chambre, chacun son chauffeur, sa voiture, son hôtel, son garde du corps. C'était une vie de star, quoi. Exact. En 2007, sur les Black Music Awards, où il y avait 12 artistes internationaux que j'ai fait venir, parmi lesquels Fally Ipupa, il y avait 10 000 personnes. Et c'était nickel. Ce soir-là, c'était après mon anniversaire. Et donc, la photo que j'ai faite à cet anniversaire qui a été agrandi en poster, quand il m'a été amené avec le cadre et tout ça, j'étais à ce concert quand le photographe l'a amené. Je me rappelle que j'ai regardé ma copine alors et je lui ai dit, si je meurs, vous allez m'enterrer avec cette photo. Mais c'est une prédiction, sans savoir ce qu'on dit. Et puis le lendemain, pour la soirée des récompenses elle-même, pour les mêmes instruments que nous avons utilisés la veille, pour ce qui était parfait la veille, mais il va y avoir des grincements dedans. Ça pétait par ici, ça pétait par là, ça pétait par ici. Les instruments ne marchaient pas. Mais non, mais cette soirée-là, c'était un coup dur. Et donc, il crée le fossé de la déception, le fossé, je veux dire, de la désillusion, où tu t'enfonces. Et en ce moment, tu entends comme une voix qui te dit, mais écoute, c'est toi, Danny, c'est toi la star. Pourquoi tu vas vivre tout ça? Ouvre-toi les veines, ça va finir. Ouvre-toi les veines, ça va finir. Ouvre-toi les veines, ça va finir. Pendant que cette voix disait ça, j'entends une autre voix. Je crois que cette histoire que je dis, c'est la première fois peut-être que je la raconte sur les médias. Et donc, la seconde voix va me résonner et va me rappeler, il y a 10 ans, je veux dire, ce message-là, cette prophétie que j'avais déjà reçue. Et donc, c'est elle qui va me désarmer cette nuit-là. Sinon, dans le tréfonds, je veux dire, du noir que je pouvais broyer, après tout ça, tu aurais pu t'ôter la vie. C'est comme ça que je vais me lever en disant, je me batte, que je comprenne d'où viennent ces attaques et qu'en est-il ? Alors les amis, je suis toujours aussi surpris lorsque je vois cette statistique parce que je me rends compte que plus de 90% d'entre vous qui suivez le podcast n'êtes toujours pas abonnés à la chaîne YouTube. Alors si vous suivez le podcast chaque semaine et que vous adorez le travail que nous faisons, la façon la plus gratuite et la plus simple de pouvoir nous soutenir, c'est en vous abonnant les amis. Si vous vous abonnez maintenant et tout de suite pendant que je suis en train de parler, l'engagement que moi je peux en prendre envers vous, c'est que chaque semaine, mon équipe et moi, nous n'allons pas cesser de pouvoir aller chercher les meilleurs invités, programmer les meilleurs podcasts possibles pour vous afin de pouvoir vous aider sur votre aventure entrepreneuriale ou dans votre aventure de développement personnel. Je compte sur vous pour pouvoir vous abonner à la chaîne maintenant. Je sais que vous allez le faire. Je compte sur vous. Maintenant, laissons place au podcast. Hello les amis, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue à vous dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré. Nouveau dimanche, nouvel épisode comme j'aime bien le dire. Ça fait quand même plus d'une année qu'on prend ce rendez-vous chaque dimanche. Ça n'a pas été évident parce que le premier but c'était d'arriver à tenir le rendez-vous chaque dimanche pendant une année et on l'a fait. Grâce à vous, on a passé là-bas des 100 000 abonnés sur YouTube, c'est énorme. Là, le moment où on est en train de parler, il y a de grosses surprises qui sont en train de venir pour vous. Je l'ai dit, pour ceux qui nous suivent sur les autres réseaux, je l'ai dit récemment. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode. Et pour cet épisode, je vous ai ramené une légende du game. Une figure quand même que tous ceux qui ont
probablement plus de 20-30 ans connaîtront certainement. Donc, c'est un épisode pour les Audi, si on peut parler comme ça. Et aujourd'hui, nous sommes avec Quiz Master Danny. Quiz, comment tu vas? Très bien, Benny, et toi? Ça va bien. Je suis super content, je dis, d'être dans tes murs. Dans ton palais, j'allais dire. Palais, comme tu le disais tout à l'heure. Exactement. Ça fait plaisir. On a voulu que ça se passe, ça fait déjà un moment. Bon, les calendriers n'étaient pas toujours adéquats, mais depuis un moment, ça va, je suis là. Donc, je suis super honoré voilà, de passer te voir. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci. Alors, Quiz, c'est quoi? Près de 30 ans de carrière? Oui. 97, c'est ça? 97, 2027, ça 2027, va faire 30 ans. Ça va faire près de 30 ans de carrière. On est comme des fossiles, mais qui, malgré le temps, je vais dire, n'ont pas de rides, n'ont pas de... Voilà, peut-être parce qu'on a commencé jeune et qu'on essaie de traverser le temps en conservant des valeurs de vie, je veux dire, un mode de vie qui nous permettent de continuer à transmettre jusqu'à ce qu'on ait une génération, je veux dire, assez stable, qui reprennent déjà bien la main, voilà, comme tu le fais. Comme tu le fais, Sige, comme je t'ai dit tout à l'heure, je t'ai félicité. C'est le premier podcast, je veux dire, le plus suivi, je veux dire, sur le pays et même en Afrique francophone en termes de business. C'est un honneur que ça vienne de chez nous. Je t'ai dit en même temps aussi que nous avons connu les médias, je veux dire, traditionnels, ok, la radio, la télé, et que depuis un moment, nous sommes passés à Internet, d'Internet, avec Internet, nous sommes passés à TikTok et tout ça, YouTube et tout ça, et que moi, en tout cas, des valeurs que je porte, je me sentais assez désolé de ce que nous pouvons voir, pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes, le Bénin produire, quoi. Je veux dire, sur les réseaux sociaux particulièrement. Peut-être qu'on aura le temps d'en parler. Exactement. Alors, Quiz, on te voit comme animateur, entrepreneur, journaliste pour certains. Tu as plusieurs casquettes. Exactement. Et on parle quand même d'une personne qui a plusieurs décennies d'expérience. Exact. Toi-même aujourd'hui, comment est-ce que tu te définis? Le Quiz d'aujourd'hui, comment est-ce qu'il se voit? Comment est-ce qu'il se définit? Oui, je dis dès le départ et très tôt, je me définissais comme un communicateur. C'est-à-dire que par la grâce d'être d'abord le fruit de l'école et de l'université, j'étais d'abord en droit, ayant fait une licence de droit et plus tard, je veux dire un master bien plus tard. J'étais déjà dans les médias avant de faire un master en communication. Et quand on a une voix qui porte et qu'on peut entendre, qu'on peut aimer, qu'elle passe à la télé, qu'elle passe à la radio ou pas, elle doit être une voix qui est disposée, je dis, pour soutenir des causes. Et donc, en soutenant des causes, que ce soit des causes politiques, de justice, de vérité, que ce soit des causes humanitaires, que ce soit des causes sociales, que ce soit des causes, je veux dire, de faire valoriser dans la cité ce qui devrait être les normes, je veux dire, pour tout le monde. En ce moment-là, on apprend à être véritablement communicateur, je veux dire, derrière tout ce que nous faisons d'autre. Mais il faut dire que j'ai commencé en 1997, j'étais encore à l'université. Comme un animateur, j'ai pas fait Radio Univers par contre parce que ma voix est assez puissante, donc très tôt j'ai fait du live avec les casseurs de l'université, ce qui va faire que en novembre 2017, au moment de la démonopolisation des ondes chez nous, LC2 arrivait et puis il y a eu un casting, je veux dire, pour recruter de nouveaux animateurs, c'était au CCF, et puis j'étais à ce casting-là et paix à son âme, j'étais venu seul, mais j'ai retrouvé venance, je veux dire, sur ce casting, et voilà, on a été en duo, et donc c'est en duo qu'on est rentré à LC2, fin 1997, on était en décembre, donc on est jeune, on est prêt, mais l'écran, c'est pas toujours facile. Donc, avec le stress que ça peut donner, tout ça. Donc, j'ai fait un moment à LC2 et puis je suis reparti de LC2. Et donc, je vais, en 1998, partir pour
un autre casting à Radio Weke. Donc à Radio Weke, le casting était assez excellent. On l'a fait avec Souley Badarou, l'une des plus grandes voix de radio. Il a bossé longtemps à Radio Suisse. Et donc c'est comme ça que j'ai réellement commencé ma carrière d'animateur radio. J'étais avec Daddy Pidio et tout ça, Ouzidji, Djemila. C'était de belles voix et c'était bien. Alors que Ouzidji, Djemila étaient à Golf, eux, avant. Donc voilà, ils donnaient de la force à l'équipe que nous on formait, je veux dire, du côté de Radio Weke. Et donc je vais passer après animateur en chef, ce qui veut dire entre griffes, chef des programmes. Mais quand tu parlais de journaliste tout à l'heure, la grâce que nous avons, puisqu'on parlait de radio de proximité, c'est qu'on vous forme en même temps que vous êtes présentateur, animateur, on vous forme à être journaliste. Mais une vraie formation, on l'a faite avec, des formateurs qui venaient de Radio Suisse régulièrement pour savoir, parce que parfois il peut ne pas avoir trop de personnel dans une radio de proximité, mais donc l'animateur peut parfois savoir tenir, le journal, parler, il faut qu'il apprenne à écrire ses tests, les présentations. Il faut qu'il sache aller dehors lorsqu'il récolte, des infos, les structurer pour en faire des éléments qui doivent être diffusés, tout ça. Donc, ce qui fait que notre écriture radiophonique a tenu compte, d'une écriture journalistique assez probante. Et donc, en continuant, sur Radio Weke pendant quelques années de 98, en 2001. Donc, LC2 devrait commencer une nouvelle émission. Et puis, il y a... Christian Laindé. Christian Laindé, oui, le promoteur de la chaîne, mais sa fille, que je continue, de saluer, d'honorer, qui est restée une grande amie, comme une sœur d'ailleurs, on se parle souvent. Et elle cherchait un profil adéquat. Et c'est... celui qui il tient, aujourd'hui, il a été au CES, Gangan Prod. Qui c'est Gangan Prod. Gangan Prod, ça me dit un truc. En tout cas, le boss de Gangan Prod, son nom va me revenir tout à l'heure. Il est réalisateur et tout ça. C'est lui qui a dit à Madame Laindé, Nadine, mais il y a un jeune homme qui était vite passé par ici, qu'on n'a pas su garder. Aujourd'hui, il est sur une radio et il fait fort. On va peut-être le ramener. Donc, c'est comme ça que je suis revenu à LC2. Et cette fois-ci, j'étais prêt. Pourquoi je disais que j'étais prêt ? J'ai dit tout à l'heure que lorsque vous êtes face à l'écran, la première fois, le stress peut prendre le dessus. Mais quand vous êtes à la radio, c'est le meilleur des médias. On ne vous voit pas. C'est la voix qu'on entend. Donc, vous avez le temps de peaufiner, votre personnalité sans être vu. Vous avez le temps de peaufiner votre voix. Vous avez le temps de peaufiner votre savoir-faire. Et je l'ai fait, après 3 ans. 3 ans. Donc, la bête était totalement assez prête, pour relancer un nouveau challenge. Donc, c'est comme ça qu'à partir de 2001, ça va être une belle aventure avec LC2 sur le top 20. Sur Révélation. Révélation était une émission peut-être c'était en live. On le faisait au CCF et on attend 800 personnes au CCF, c'est ce que ça pouvait prendre, mais on va avoir jusqu'à 1500 personnes et on refusait du monde. Et on pouvait avoir un rang qui allait, du CCF jusqu'au mur de l'ambassade de France. Et là-bas, avant de pouvoir entrer dans cette émission-là, alors qu'il y a Fidèle et Franck qui, eux, ont tourné sur une émission que Fanta sponsorisait, qui était assez puissante, au Rôle des Arts. Donc, moi, ça sera Révélation plus tard. Et puis d'autres productions. Donc, c'est ce qui va réellement lancer ma carrière télé pendant des années. Moi, ce que j'aimerais savoir, parce que là, on parle de 98 à 2001, et de 97 jusqu'à 2001, là, c'est une carrière qui est nationale, mais internationale en même temps, parce que, tu vas au Congo, tu vas faire des trucs et tout, déjà avec l'Odyssia, tout ça. Donc, c'est déjà l'Afrique qui est une porte ouverte sur l'Afrique. Très tôt, je me suis dit, on a de légitimité chez soi que quand on arrive à embrasser ailleurs. C'est vrai en plus, c'est totalement vrai, surtout pour un pays comme le Bénin, où parfois soit on vous demande de beaucoup prouver, ou soit vous prouvez, mais la qualité de vie qui doit suivre ne suit pas forcément. Donc,
pour être, je veux dire, quelqu'un qui a connu la musique très tôt. Quand j'étais enfant, à la chorale, je jouais déjà d'instruments, qui pouvait chanter et tout ça. Ça va d'ailleurs m'aider pour ma carrière d'animateur. Les plus grands, les meilleurs animateurs ont souvent été des musiciens ou voilà, en tout cas, ils côtoient la musique. Et donc, je me suis dit qu'il fallait que nous voyions ce qui se passe ailleurs et qu'on soit aussi présents afin, non seulement nous en tant que personnes, mais afin de faire implanter un peu nos chaînes, je veux dire, dans le pays, dans le paysage un peu international, voilà, de ce qui se faisait ailleurs. Tu rentres à LC2 2001 et là, tu prends le contrôle d'une émission, le Top 20, ouais. Et on découvre un animateur exubérant, avec une personnalité charmante et tout ce qui va avec. Et on a eu l'impression que, comme tu as dit, tu as eu 3 ans, tu as travaillé un peu dessus, tout ça à la radio, que c'est là qu'il y a eu la naissance du Quiz Master Danny. C'est vrai. Alors, cette personnalité-là, qu'on a vue, on a commencé par voir à la télé en 2001, jusqu'à toutes les années qui ont suivi, parce qu'après, tu es passé, comment on l'appelle, au-delà d'être animateur d'émission, présentateur, tu as géré des scènes, tu as fait beaucoup de choses. J'ai produit même des spectacles. Des spectacles et même tes propres émissions, etc. On va y revenir. C'est de savoir qu'est-ce qui faisait l'essence de ce Quiz Master. Comment est né le personnage? Comment tu as créé le personnage? Comment est né ce personnage? Alors, le personnage du Quiz Master Danny est une référence, et je veux dire, une ode à un ami, j'ai appelé son nom tout à l'heure, et en qui je me reconnaissais. Régis Massimba s'appelle Quiz Master Régis ou Iboga Power. Je vais le découvrir, je vais le connaître, je l'écoutais déjà. Il est sur Africa numéro 1. Son émission dans le temps, c'était Sur Voltage. Et moi, je l'écoutais déjà. Et donc, en 98, on va se rencontrer, comme j'ai dit, en Côte d'Ivoire, au Massa. Mais je parle de quelqu'un dont, si vous ne le voyez pas, vous ne le connaissez pas, mais sa voix, il y a de belles voix de radio et tout ça, mais sa voix a quelque chose qui rappelle, je veux dire, le registre dans lequel nous avons commencé, le hip-hop et tout, le groove et le rap. Donc, il a une puissante et grosse voix, en fait. Et il faut dire que quiz, c'est le jeu. Master veut dire maître. Donc, en vérité, Quiz Master, c'est le maître du jeu. Donc, le maître du jeu, vous savez qu'en hip-hop, en rap et tout ça, il y a un peu d'ego trip du côté des artistes. Non, il y a un peu même si pareil chez les animateurs. Donc, il y a un charisme qui forge, je veux dire, un gros timbre, une grosse voix, un gros punch. OK? Ce qu'il avait. Et cette voix de jeunesse qui est assez grosse, ouais, je l'avais. Donc, du coup, pour beaucoup de personnes qui ne le connaissaient pas, dès qu'on s'est vu, j'ai dit, bon, ça y est, le Bénin aura son quiz Master Danny. D'accord? Donc, ça va fusionner avec les années passées, je veux dire, à la fac. Parce que ce que je dis souvent, je le dis à certains jeunes qui nous approchent aussi, je dis, il ne faut pas rater son cursus intellectuel pour se dire que, bon, j'ai juste une voix, j'irai à la radio, j'irai à la télé, ou je vais prendre le micro, je vais faire une scène. La voix, elle peut séduire, d'accord, mais derrière la voix, il y a l'outil véritable, c'est la langue. Si vous voulez communiquer, la langue par laquelle nous travaillons, c'est le français. Minimum, il faut savoir maîtriser, je veux dire, son outil de travail. Il ne s'agit pas d'être forcément grandiloquent, mais je veux dire, le minimum qu'il faut, je veux dire, sur la conjugaison, sur les grammaires, sur le vocabulaire, pour que ça tienne, il faut l'avoir. Donc, moi, je vais rentrer, je veux dire, avec ce détail-là, puisque j'ai fait les lettres et que j'aimais beaucoup les lettres. Donc, travailler sur ces textes, écrire. Et quand on arrive, évidemment, Claudicia, par exemple, était déjà sur Couleur Tropicale depuis 95, okay, après Gilles Aubringer. Donc, on écoutait déjà des aînés avant nous. Et on voit que ce concert à l'international, qui est assez qualitatif, même si on commence chez nous, il faut aussi servir comme ça pour que ça accroche. C'est comme ça que cette personnalité va se créer. Et pour le hit parade, le top 20, on avait deux hits. On avait un hit les mardis qui parlait de musique africaine, afro-caribéenne. Et puis après, on avait tous les vendredis, voilà, le hit parade des musiques rap, R&B, soul et tout ça. Et c'est là où ça se jouait, parce que je suis venu en même temps avec, je veux dire,
la mode qui allait avec cette jeunesse. Donc, on pouvait voir des animateurs qui étaient tranquilles, je dis, à animer avec un classique de choses au Bénin. Mais nous, moi, je portais en tout cas clairement mon temps, mon combat, le hip-hop, le rap. Et donc, dans le temps, il y avait, je veux dire, des marques qui étaient assez prestigieuses, quoi. Fubu, le Shen John de Puff Daddy. Il y avait tellement de marques, bon, pour pas faire de la pub non plus, et de couleurs, des marques et des couleurs. Donc, je veux dire, les vidéos pouvaient sortir aujourd'hui aux États-Unis, et moi, dans une semaine, je les avais. Donc, quand on les classait pour être réellement dans le hit, c'était des vidéos très actuelles. C'est ce qui a fait que le hit a beaucoup marché. C'est pas tout ce que les gens jouent aujourd'hui encore à la télé, peut-être en temps d'antenne et tout ça, même à Lomé, tout ça, c'est des choses que nous jouions depuis déjà les années 2000, quoi, sur les R&B, le rap des années 2000. Les vidéos sortaient, je l'avais. Grâce à un ami à moi avec qui j'ai fait du chemin, qui est Prosper Gap, Gogo Yakoyon Prosper, et Guru Record, qui est devenu producteur, je veux dire, assez connu. Et il faisait la navette entre les États-Unis et Cotonou. Et parfois, on savait nous envoyer les colis dès que ces vidéos-là sortaient. Et donc, d'avoir la prestance de l'animateur, le verbe qui va avec, d'avoir les vidéos qui étaient, je veux dire, puisque c'était la matière première avec laquelle on travaillait, c'était ces vidéos-là. Donc d'avoir et l'animateur et son jeu de mots, et je veux dire, comment il s'habillait, et des tubes qui pouvaient sortir en même temps que nous les avions sur Cotonou, ouais, tout ça faisait, je veux dire, la bonne sauce qui a fait que voilà, l'émission a beaucoup cartonné. A beaucoup cartonné. Et c'est ce que j'allais demander. J'allais demander si est-ce que le succès est venu très vite. Sur le top 20, le succès est venu très vite, puisque ce n'est pas seulement le succès du top 20, c'était déjà le succès de LC2. En lui-même déjà. Oui, parce qu'il y a une chaîne qui cartonnait quand même à l'époque. Qui cartonnait. Donc moi, je rentre, et puis je prends le hit parade, et puis voilà, on vire à 100 à l'heure. Et à un moment même, il y a eu, il y a eu des enquêtes qui ont été faites comme des sondages, voilà. Il y avait des sondages qui avaient été faits. Après le journal télévisé, le top 20 que j'animais dans le temps était l'émission la plus suivie. Je veux dire, toute émission confondue, toute production confondue, c'était d'abord le journal et en termes de prod et de divertissement, le Top 20 était la première émission la plus suivie. Je veux dire, et tout ça, c'était avant les réseaux sociaux et tout ça. Nettement. Ce qui fait que moi, je suis... pas que je suis paresseux, mais comme on dit, s'il y a un analphabète, je dis, je sais pas être sur les réseaux sociaux. Ouais. Je suis un peu vieux jeu à cause de tout ce qu'on a vécu. Mais bon, on s'y met. Alors, donc, en 2002, tu es devenu une rockstar. Oui. Au Bénin. Oui. C'était quoi la vie de rockstar à cette époque-là, avant les réseaux, avant... Mais moi, je sais pas en plus si les réseaux donnent réellement aux gens d'être des rockstars. Mais à l'époque, si on regarde un gars comme Vano, si on regarde un gars comme Vano, qui aujourd'hui, on peut dire en griffe, paraît comme une rockstar, voilà, c'est un chanteur. Ça se fait, je veux dire, la grâce de son succès et de toute hystérie qu'il peut déclencher se fait à partir de ses scènes, de son style de chanteur, de rappeur, de ce qu'il a choisi. Ok, il n'est pas peaufiné, Vano, je veux dire. Okay? Donc, quand on l'entend, voilà, il cajole pas forcément, mais il chante l'amour. Mais il chante l'amour comme un West, tu vois. Donc c'est déjà ça qui le fait. Et après ces vidéos, il met beaucoup d'argent, je veux dire, pour tourner de très belles vidéos. Donc c'est après ça que peut-être ces réseaux sociaux vont péter. Quand vous regardez quelqu'un qui a du succès aujourd'hui, je vais dire à partir des réseaux sociaux, très souvent c'est beaucoup de controverses. Voilà. Nous, on ne veut plus de controverses aujourd'hui. Dans le temps, on en avait un peu. Moi, je vais dire, ma première voiture que j'ai achetée à la télé, c'était une Celica, c'était une Sport, la Celica rouge. Ok, elle était rouge, l'intérieur était rouge, donc de prestige rouge. Le réalisateur qui m'avait formé dans le temps me disait,
Si tu travailles bien et que tu as du succès à la télé, tu vas voir, la télé peut t'offrir beaucoup de portes, peut t'ouvrir beaucoup de portes, peut t'offrir beaucoup de choses, pourvu que vous travaillez bien. Mais ça va arriver. Ma voiture était dédouanée, mais elle n'avait pas de plaque. À l'époque. Elle avait de son assurance, mais elle n'avait pas de plaque. À l'époque, elle a roulé peut-être pendant 3 ans. Wow. Donc d'autres mettaient, si c'était ailleurs, on allait mettre le nom dessus. J'ai pas mis de nom dessus, mais j'avais pas de plaque dessus. Mais pendant plus de 3 ans, je roulais partout. Comment c'était possible? Mais sans tricher. Parce que quand on t'arrêtait, on te reconnaissait automatiquement. Exactement, et que j'avais de grâce. Donc à la limite, si on disait est-ce qu'on peut voir les papiers, on va vérifier d'abord la douane pour voir si voilà, elle est dédouanée et tout ça, on voit qu'elle est dédouanée, et puis on va voir l'assurance, on va voir peut-être que... Mais bon, ok. Mais la plaque n'était pas dessus. Donc à chaque fois qu'on m'arrête, j'avais cette grâce-là. Il faut dire c'est une grâce. Aujourd'hui, dans la République, je veux dire, du PR et tout ça, peut-être que c'est pas possible. Mais dans le temps... Voilà, c'est possible. C'est des faveurs, des grâces que le métier vous accorde. Pour rentrer au club, oui, les clubs sont... Mais jusqu'aujourd'hui, ça continue. Un artiste rentre au club, il ne paye pas forcément à boire. OK? On vous accueille, on vous donne la place qu'il faut. Le succès avec les femmes, ben, que ce soit ici ou ailleurs. Ben, quand vous avez belle gueule, ben, c'est comme ça. Bon, sauf que moi, je ne suis pas forcé. Je n'ai jamais réellement été un homme à femme, mais c'était ça. C'était ça. Et vous pouvez rentrer dans un supermarché, vous achetez, et puis vous alliez payer. Mais si jamais vous tombez peut-être sur le responsable ou le boss qui vous reconnaît, il regarde ce que vous avez acheté. Si c'est pas trop, il vous dit passez. Donc il y a eu plein de grâces comme ça. Ça continue en tout cas. Ça se passe toujours pas. Ça se passe ailleurs même comme ça qu'on a vécu. Donc explosion de teuf, une sagacité. Et puis le coupé décalé est venu en 2003. Ok. Mais donc le coupé décalé est venu totalement tout empirer en fait. Dans quel sens? Mais oui, parce que des choses que nous vivions qui n'étaient pas légitimées. Voilà quelqu'un qui va arriver, Doxaga et sa bande, qui vont légitimer le malin, légitimer le boucan, ok, légitimer le bruit, légitimer, je veux dire, une vie farniente à souhait, légitimer... M'as-tu vu? Exactement, en fait. Donc, voilà. Est-ce que c'était des tas? Est-ce que c'était... Mais toute l'Afrique a aimé ça. C'était un peu de légèreté dans des vies qui étaient déjà un peu trop serrées. Voilà. Et tout le monde a aimé ça. Donc, moi, je suis resté très ami à Doxaga, très ami à Mola, très ami à toute la bande. Mais donc, c'était des fêtes, que ce soit sur Cotonou, mais sur Abidjan aussi, quoi. Donc, tu participais à beaucoup de fêtes sur Abidjan? Oui, parce que quand on grandit dans le métier, comme vous allez voir d'ailleurs, parlant de cette génération, pour ceux qui sont sur les réseaux, ils font un peu Cotonou, après tout le monde est sorti, on veut conquérir Abidjan. Donc moi aussi, j'ai vécu ça. J'ai vécu ça. Donc déjà en 98, j'étais au Massa. Donc en 2000, je prenais régulièrement des vacances en Côte d'Ivoire. Mais il va y avoir spécialement, je veux dire, une année où c'était torride. L'été 2006 à Abidjan, c'était énorme. Il y avait des tubes qui sortaient de partout. Woroso de Dollar DJ, c'est sorti en 2006. Ramé Ramé, c'est sorti en 2006. Les concepts, ce qu'ils appelaient les concepts, je veux dire, avec tous les DJ et tout ça. Mais Abidjan était truffé de tubes qui sortaient. Donc, il y avait de la légèreté. Les fêtes étaient partout. Bon, en ce moment, je veux dire, Douk commençait déjà à être malade. Mais c'était vraiment énorme ce qu'on pouvait faire. Et cette année-là, par exemple, j'ai eu la grâce de présenter en direct sur la télévision ivoirienne. J'aurai la grâce de présenter les RTI Music Awards. J'ai été invité depuis le Bénin en tant qu'animateur venu du Bénin pour co-présenter avec, je veux dire, un animateur ivoirien, les RTI Music Awards en direct à la RTI. C'était une belle grâce que nous avons vécue, un honneur qui a été fait, je veux dire, à notre pays et à l'animateur que je suis. Et en même temps que les RTI Music Awards, je veux dire, c'est 1 an d'RTI, de RTI Music, parce que c'était la chaîne musicale de la RTI. Il y avait un concert qui a été fait, je veux dire, à Yopougon, qui était un très grand concert, très très grand concert, avec une scène énorme qu'on n'a jamais pu avoir ici d'ailleurs. Vous avez des scènes à Abidjan où le podium est élevé jusqu'à une hauteur de 1,80 m.
2 mètres. C'est peut-être maintenant qu'on a ça ici, 2 mètres. Donc, c'était tellement haut parce qu'on pouvait avoir... Il y a plein de monde, mais beaucoup de monde. Donc, il faut que de très loin, ceux qui arrivent à vous voir puissent voir un peu ce qui se passait en haut. Et c'est là que je vais rencontrer quelqu'un comme Zézé Pop, Johnny Hallyday, c'est une légende. En 2002, par exemple, ici, même au Bénin, j'ai produit le concert d'Alpha Blondy. Donc, ce succès-là que j'ai pu avoir a ouvert des portes vis-à-vis de gens qui étaient déjà riches, qui étaient dans des affaires, dans de grosses affaires, qui pouvaient me faire confiance pour qu'on monte des projets ensemble, des projets de culture, des projets de concert, des choses qu'on pouvait faire. Et cette même année-là, à Abidjan, je vais présenter le Concerto. Le Concerto d'Abidjan est un concert du district d'Abidjan qui se fait chaque année à l'occasion de l'indépendance, qui prend 100 000 personnes. Waouh! 100 000 personnes sur le boulevard Giscard d'Estaing, avec une scène énorme, mais énorme. Lumière, son énorme. Voilà, que j'ai conduite. C'était en 2006. En tant que présentateur? En tant que présentateur, plein présentateurs, invités, logés à l'hôtel Ivoire. C'est le plus grand hôtel de Côte d'Ivoire. Déjà dans le temps, avant qu'il ne soit même rénové, maintenant pour passer au Sofitel. Ouais. Mais voilà, j'ai eu la chance en Côte d'Ivoire d'être invité pour présenter le concert du Mollard. Quand il était au Palais de la Culture, j'ai eu la chance en Côte d'Ivoire d'être invité pour présenter le concert de Kandé Kanté. Tu vois. Donc, je sortais de Cotonou pour aller faire ce genre de choses. Comme j'ai dit, parler par exemple du FESPAM tout à l'heure, au Congo, qui est le plus grand festival de musique, je veux dire, panafricain, sur toutes ces années-là, dont le budget, dans ces années-là, en 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, le budget du FESPAM tournait autour de 5 milliards et plus. Waouh! Donc, quand on est invité, Claudie s'en souvient très bien, on était au Méridien, c'était le plus grand hôtel. Chacun sa chambre, chacun son chauffeur, sa voiture, son hôtel, son garde du corps. Ouais, donc je vais dire, on a pu vivre ça. En même temps qu'on se dit... une vie de star, quoi. Exact. En même temps qu'on se dit, on se fait plaisir. Souvent, on dit nul n'est prophète chez soi. Le truc au Bénin, nous avons souvent des succès d'estime au Bénin. On vous aime bien, parfois on ne vous le dit pas. Certains vous le diront. En tout cas, nous avons vécu ça. Moi, Pour moi, mon histoire d'amour avec le public béninois, l'audimat béninois, c'est une très belle histoire. Jusqu'aujourd'hui, il continue de me le rendre. Ça fait des années que moi, je ne passe pas pour faire une émission à la télé, mais ma côte n'a pas été égratignée une seule fois. Peut-être qu'au moment où on avait ces excès, c'est justement après ces excès que, comme j'ai dit, il va arriver la période où il fallait que je quitte le moi pour le soi, ce qui doit passer par l'individuation. Donc, c'est un cheminement spirituel. Et donc, la sagesse va me couvrir à un moment en me retirant. Déjà, quand je travaillais, j'avais reçu très tôt, je vais faire un big up à Steve Fassia, qui est notre aîné de la génération. J'avais reçu un conseil de lui. Steve Fassia m'a dit, Danny, la première des choses pour un animateur, c'est de se vendre. Et s'il doit se vendre, il faut qu'il soit comme, je veux dire, un produit que l'on désire à chaque instant. S'il se balade partout, s'il est vu tout le temps, s'il est vu en plus sur Zemidjan et tout ça, ça va casser son mythe. Quand je suis arrivé à la télé, Inès Garoué et moi, on a grandi à Parakou. On a eu la chance d'aller en France ensemble. On était déjà amis. Et elle était déjà fiancée à Steve dans le temps. Donc, quand j'arrive à la télé, Steve va me prendre... Oh, t'as Inès, tu veux dire? Oui. Elle s'appelle Inès Garou. Garoué. Garou, ok. Donc, en fait, elle est née à Garou. C'est un village ou une petite ville du nord du Bénin. Et donc, on l'appelle Garoué. Garoué, ça veut dire oui. Garoué, ça veut dire la fille de Garou ou la femme de Garou. La fille qui est de Garou, en fait. Voilà, c'est en Dindi. Donc, sinon, son nom, c'est Vaudounon, c'est Fassia. Donc, Steve va m'offrir, par exemple, mon tout premier mobile, 91 55. C'est Steve qui me l'offre, en fait. Il me prend sous ses ailes pour me donner des tuyaux, je veux dire, pour amener un animateur à devenir une vedette. On peut être un animateur sans être une vedette. On peut être un animateur sans être une star. Comment on passe d'animateur à star à vedette? Mais oui, c'est pas la même chose. Comment on fait cette transition? Mais oui, non, il n'y a même pas de transition à faire. C'est comment tu capitalises ton image. Nous avons des gens qui sont passés des animateurs qui ne sont pas forcément des stars. Parce qu'après, ça ne capte pas, ça ne tient pas l'attention. OK? Donc, on peut te suivre sans t'aduler.
On peut te suivre sans que tu fasses vague, sans que tu fasses effet. Et donc, c'est là que vient, je veux dire, le merchandising, donc le marketing de comment on place le produit, de tout ce qu'on met autour comme mythe, pourquoi on ne le voit pas, pourquoi il ne sort pas, pourquoi il ne sort, quand il veut sortir, il ne sort pas la journée, à part aller faire ses courses, pourquoi on ne le voit peut-être que sortir la nuit, pourquoi on ne le voit pas sur Zemidjan, et alors qu'il n'a même peut-être pas encore de voiture et qu'il se fait sortir, il se fait conduire, qu'il se fait sortir, je veux dire, soit par des amis ou soit par un taxi, dans le temps. C'est un truc de fou. Pourquoi quand ils viennent, ils sont tout le temps apprêtés? Pourquoi ils sont tout le temps habillés? Moi, je dis, j'aime tellement, en tout cas, prendre soin de moi que... il n'y a que chez moi, pour celui qui me connaît, qui peut dire, bon, ok, Danny est peut-être à la maison, il est un tout petit peu, peut-être encore un tout petit peu négligé. Sinon, il n'y a pas d'apparition public sans être soigné. C'est pas possible. C'est normal. Nous vendons quelque chose. Pour toi qui a écrit, je veux dire, sur comment on arrive à garder ses clients, il faut donner, je veux dire, de la valeur ajoutée au produit que l'on est. Et c'est ce que nous avions fait dans le livre. J'ai une question par rapport à cette vie-là. Dans cette période, elle dure combien d'années? Ce prime-là, parce que c'est ce prime, ce high prime de Quizmaster Danny qui est une célébrité de la télé. Elle a duré jusqu'en 2009-10, parce que c'est en ce moment que je vais commencer mon individuation. Donc, quand je vais commencer mon individuation, je vais produire encore. J'ai produit le cabaret de Danny. De Danny et tout ça. Voilà, on va y revenir. Voilà. En 2012, j'ai présenté le concert de Mola, c'était en 2012. Mais je commençais déjà à acquérir beaucoup de sagesse. Beaucoup de sagesse. Donc, jusqu'en 2010, il y avait encore beaucoup de feu, je veux dire, autour de ma personnalité. Je savais être calme quand il fallait. Je savais être... Je le suis d'ailleurs, je suis un garçon élevé dans une famille chrétienne, donc assez poli quand il faut, mais je sais aussi me défendre quand il faut. Mais de ce qui est, je veux dire, ce que les Ivoiriens appellent la vie de Louga, c'est-à-dire voilà, cette vie exubérante, je veux dire, de fête, de farniente et liée au succès, à la Starmania. Ouais, je l'ai vécu jusqu'en... En 2010-2011. Non, jusqu'en 2009-2010. Donc, parce qu'à partir de 10 ans pratiquement. Ouais, voilà, 10 ans. Donc à partir de 2010, les autres choses que je vais commencer à faire, il y avait cette fois-ci beaucoup plus de sagesse et beaucoup plus de spiritualité. À partir de 2010, j'ai pris carrément un autre chemin. On va y venir calmement parce qu'on a prévu ça à rester avec nous parce que les histoires sont croustillantes. Exactement. Quelles sont les choses les plus folles? Si tu vas me parler des 3 anecdotes les plus folles que tu as vécues pendant ces 10 ans, vraiment des trucs invraisemblables. Donc si tu parles, les gens seront en mode, c'est pas vrai ça. Il y en a eu tellement. Donne-moi les 3 meilleurs ou si tu peux me grasser de plus, pourquoi pas. Vraiment les plus folles. Dans la folie de, je vais dire, d'une vie qu'on a menée comme ça. Aujourd'hui, ma vie, elle est en Christ. Donc, et puis, je suis loin. Donc, le Seigneur nous donne, par exemple, lorsque Christ n'est pas avec nous, c'est pas des choses que beaucoup de personnes vont vouloir révéler et tout ça. Même si nous avons été souvent assez calmes, assez sérieux, il est venu, il m'est déjà arrivé, je veux dire, tu vois, au sommet de la gloire, d'être dans un pays avec un hôtel, dans un hôtel 5 étoiles, d'avoir dans son lit plusieurs personnes, je veux dire. Waouh! Oui. Comme on voit les stars qui le font aux États-Unis, ça. Pour soi seul. Pour soi seul. Est-ce qu'après tu peux faire? Est-ce que tu n'as pas fait? Ça, c'est un autre problème. Oui, ça, c'est une autre question. Mais voilà, elles étaient là pour toi seul. Ah ouais, un peu comme... Parce que c'est les histoires qu'on apprend souvent. Je me rappelle un peu de l'histoire à Skip, quand les grandes stars, encore back then à l'époque, quand on avait les icônes, les grands stars qui venaient au pays américains, français, etc. À chaque fois, on avait toujours... Vous avez des groupies. Voilà, les groupies. Vous avez des groupies qui courent derrière tout ça, prêts à se sacrifier, prêts à et tout ça. Et c'est fou, vous avez parfois des gens qui sont amis, vous vous intéressez à une seule, mais la seconde dit, mais pourquoi elle seule, ça ne me gêne pas?
Non, nous sommes amis et elles vont se parler entre eux deux. Elles deux, pardon, et dit, ok, si vous voulez, voilà, nous pouvons partir toutes deux, nous pouvons partir toutes. Ça ne nous gêne pas, même si nous sommes des amis, c'est fou. Ça arrive beaucoup à beaucoup de personnes en tant que star. Je suis rentré, par exemple, dans un séjour d'un de ces pays-là, parce que après avoir travaillé longtemps, travaillé, après 1 an de séjour et tout ça. Et puis quand je sors, que je rentre, je veux dire, dans l'un de ces temples, je veux dire, du show, dans l'un de ces temples de la nuit de Cotonou, où nous avions des aînés, c'est eux qui faisaient les boucans, tout ça. Pendant que ça chauffait, un jour, je suis monté sur la scène. Et j'ai dit, bon, à partir d'aujourd'hui, l'argent a changé de camp. C'est-à-dire ? Mais l'argent a changé de camp, l'argent est de notre côté. Et donc le farotage qui va commencer... Personne ne pouvait suivre, quoi. Ouais, c'est clair. Il est venu d'où? Mais il tient d'où tout ce pognon? En fait, c'est arrivé. Et puis, j'ai eu de beaux succès, je veux dire, de ma carrière. Mais ça, je dis, c'est la grâce que j'ai vécue et de belles choses qui arrivent, comment on vous accueille à l'extérieur, comment vous êtes logé, tout ça. Tout le monde vit ça. En tout cas, quand vous vivez une certaine vie, mais les choses que vous pouvez, je dis, vous pouvez vous offrir, vous pouvez vous offrir même. C'est un de ces anniversaires que je voulais faire, je crois mon 32e. Et c'est après celui-là que, vraiment mon individuation va commencer, parce qu'après ça, j'ai eu beaucoup de coups. On pourra peut-être en parler, vous savez. Donc, Saga, il est mort à 33 ans. Arafat, il est mort à 33 ans. Beaucoup d'artistes meurent entre 3 ans. C'est des cycles. Il y a 27, 33 et 49 et 50. Et quand c'est un virage que si vous ne savez pas faire, vous mourrez. Mais si vous tenez le virage, il peut vous briser et après vous revenez. Les amis, si le podcast Discussion Informelle produit par PodLab est gratuit et que nous sommes capables de vous ramener une qualité de production incroyable et des invités toujours incroyables chaque semaine, c'est parce que effectivement nous avons des partenaires qui nous accompagnent depuis des mois à produire la meilleure émission pour vous. Et le premier partenaire qui nous accompagne depuis le début, que vous connaissez déjà, c'est Lemfi. Si vous ne connaissez pas Lemfi, c'est une application d'envoi d'argent de la diaspora à l'Afrique et que vous êtes par exemple en France, au Canada, aux États-Unis, que vous avez envie depuis la diaspora d'envoyer de l'argent en Afrique, sur le mobile money de vos parents, de vos amis ou de la personne qui a besoin d'argent, Lemfi, c'est l'application qu'il vous faut. Pourquoi Lemfi spécialement? Parce qu'avec Lemfi, le transfert est 100% gratuit et vous n'avez pas de frais que vous payez dessus. Ce qui veut dire que c'est l'argent que vous envoyez depuis la diaspora à votre contact en Afrique qui vient directement sur son compte. Et l'avantage encore plus intéressant, c'est le fait que la personne à qui vous envoyez l'argent en Afrique, vu que c'est le mobile money qui est le plus utilisé, peut recevoir directement sur son compte mobile money le transfert d'argent que vous lui avez effectué. Si vous nous suivez depuis la diaspora et que vous avez besoin fréquemment d'envoyer de l'argent à de la famille ou à des proches en Afrique, téléchargez l'application de Lemfi aujourd'hui en cliquant sur le lien en bas de la description et n'oubliez surtout pas d'utiliser le code PodLab. Sur votre premier transfert de 50 €, avoir un cashback de 15 € ou sur votre premier transfert de 100 €, avoir un cashback de 20 €. Ce petit choix, aussi banal qu'il soit, de choisir Lemfi par rapport à n'importe quelle autre application financière ou de transfert d'argent, nous permet à nous, au PodLab, de pouvoir continuer par avoir les moyens pour produire cette émission-là de qualité chaque semaine. C'est votre façon à vous de nous soutenir parce que le contenu il est gratuit pour vous. N'oubliez surtout pas de faire confiance à Lemfi pour vos transferts d'argent. Le lien pour pouvoir télécharger l'application est dans les commentaires et merci à Lemfi de sponsoriser le podcast Discussion Informelle pour vous. Et depuis ce moment, moi, j'appelle le 33 le chiffre karmique du Christ. C'est pas anodin. Le Christ est mort 33 ans, si je pense. Oui, exactement. Exactement. Donc, il y a une grosse réclamation pour des étoiles, pour des hommes qui sont des étoiles. Derrière notre corps, il y a le corps aurique. Le taux de brillance du corps aurique permet qu'on sache si c'est une étoile ou pas. Donc, comment il brille, comment il a du succès, comment et tout ça. Or, vous savez, tout ce qui est étoile, tout ce qui est, c'est pourquoi on parle justement de star. Tout ce qui est étoile brille avec une certaine énergie. Le règne, je veux dire, ou le monde, je veux dire, invisible, qui est un monde de ténèbres, vous utilise. Pendant que nous sautons de gauche à droite dans l'insouciance et tout ça, vous êtes parfois manipulé, je dis, par des entités qui veulent vous faire prendre position d'une certaine manière pour ne pas parfois pas révéler peut-être des valeurs et révéler leurs valeurs à eux. Vous voyez Arafat par exemple. Mais Arafat, c'est quelqu'un qui a fait des accidents plusieurs fois, qui aurait dû se dire, mais en faisant autant d'accidents,
Il fallait peut-être que j'évite la moto. Donc, plusieurs fois, il s'est offert à la mort l'a pas pris, à cause de la grâce. Mais ce jour-là, quand il va faire ce dernier concert-là, c'était le moment qui arrive. Il y a un moment où les choses sont brisées autour de vous. Il faut rapidement peut-être avoir un conseil spirituel qui vous aide. Quand il n'a pas eu ce conseil et qu'il était, je veux dire, dans l'amertume de tout ce qu'il aimait, de tout ce qu'il a pu faire, aussi grand qu'il était, que les gens aient pu le lâcher, que des soutiens, je veux dire, de la République aussi haut aient pu le lâcher, et qu'il fasse ce concert-là, qu'il y ait mis en plus tout son argent qu'il n'a pas pu donner, entre le traumatisme que l'on peut avoir de ça, la déception, et je veux dire, le mal-être que ça peut créer, a fait que ce jour-là, en plus qu'il avait bu, il a pris, je dis, cette moto, et ce jour-là lui a été fatal. Donc, ça arrive à nous tous comme ça. Si vous demandez souvent à des gens qui, à un moment de leur vie où ça veut piquer du nez, et il faut savoir remonter. À cet anniversaire-là, c'est samedi, en fait. Et un samedi, les clubs font leur plus gros chiffre. Donc, moi, je vais bloquer le complexe ce samedi-là pour moi. C'était au Bénin? Au Bénin. Et tous mes amis étaient en blanc. Donc, sur toutes les tables, vous aviez champagne, whisky, champagne, whisky, champagne, whisky, champagne, whisky. Et c'est offert par moi, je veux dire, à mon anniversaire. Et quand je dis, c'était l'un des temples les plus prisés. Donc, je vais dire, l'offense. Non, derrière l'affluence. L'offense que vous faites à des gens qui ont des moyens, je veux dire, pour faire la fête, qui veulent aller dans ce temple-là. Un samedi, qu'on dise non, il y a quelqu'un qui a privatisé le club ce samedi-là, qui l'a bloqué pour lui, et qu'on vous dise que c'est Dany, ça suffit pour déclencher. Après, on était encore jeunes, on a peut-être réussi, et à un moment, on voulait se faire plaisir. Je veux dire, à un moment, tu apprécies ta vie, je veux dire, de vedette, et tu te dis, bon, c'est mon anniversaire, je vais peut-être faire plaisir à mes amis. Mais tu n'imagines pas combien de mécontents tu fais, surtout parce que, quel que soit leur sou, ce jour-là, si tu n'es pas mon ami, c'est que tu ne rentres pas, parce que tu n'as pas été invité. Effectivement, ouais. Mais c'était un samedi, c'est pas en semaine, c'est pas dimanche, c'est un plein samedi. Okay? Qu'on dise que non, cet endroit a été réservé par Dany. À partir de là, ouais, il y a des guerres qui vont commencer. Et moi qui suis né à l'église, j'entendais régulièrement quand on me donnait des messages de prophétie qui pourraient arriver. Mais il n'a pas longue vie. Il n'a pas longue vie. Il n'a pas longue vie. Ça, on me le disait tout le temps. Il n'a pas longue vie. Comme si tu allais mourir tôt. Exact. Mais dans la période, en 2007, sur les Black Music Awards que je vais faire, du concert des Black Music Awards de 2007, où il y avait 12 artistes internationaux que j'ai fait venir, parmi lesquels Fally Ipupa, la première fois que Fally, en se séparant de Kofi, va faire son premier album Droit Chemin, qu'il va venir au Bénin pour la première fois, seul, en tant que Fally Ipupa, il est venu sur les Black Music Awards. C'est moi qui ai pu le faire venir. Donc, il y en avait 12. Fally, le Molar, Longue, Chalamoana, Frankie DiCaprio, DJ Mix. C'était la première fois que DJ Mix venait d'ailleurs à Cotonou et tout ça. Et Sonia Dersian. Il y en avait beaucoup. Et donc, ce soir-là, c'était après mon anniversaire. Et donc, la photo que j'ai faite à cet anniversaire qui a été agrandi en poster, quand il m'a été amené avec le cadre et tout ça, j'étais à ce concert quand le photographe l'a amené. Je me rappelle que j'ai regardé ma copine d'alors et je lui ai dit, si je meurs, vous allez m'enterrer avec cette photo. Mais c'est une prédiction sans savoir ce qu'on dit. Puisque la photo, t'es jeune. Et si tu dis, si je meurs, vous m'enterrez avec cette photo, ça veut dire que c'est déjà acté que tu allais mourir. Tu le dis inconsciemment, mais tu étais déjà en train de le prédire déjà. Ce qui fait que, au sortir de cet événement, parce que c'est sur 2 soirées, il y a la soirée des remises de récompenses et il y a le concert. Mais ce concert-là, je l'avais vendu à MTN, qui était sponsor principal, partenaire officiel de l'événement. Je l'avais vendu à MTN pour 20 millions.
Et donc, le concert était une réussite. 10 000 personnes sur l'esplanade et tout ça. Quand tu dis que tu l'as vendu pour 20 millions, c'est-à-dire MTN te donne les 20 millions et les recettes reviennent à MTN, c'est ça? Ou comment ça Non, marche? il n'y aura pas de recettes. Ok. C'est-à-dire, pour entrer à ce concert-là, il y a une carte qu'il fallait avoir et la carte se prend à MTN. Okay. Donc, nous, on a mis les cartes à disposition de MTN. MTN vous la donne selon que vous aurez acheté un certain nombre de crédits. MTN vous la donne si vous êtes, un client prestigieux et tout ça. Donc, toutes les entrées, en tout cas, étaient soumises à ces cartes-là qui étaient délivrées par MTN. Donc, il y avait 10 000 personnes et c'était nickel. On a été félicité par la directrice commerciale de MTN d'alors et tout ça. Et puis, le lendemain, pour la soirée des récompenses elle-même, pour les mêmes instruments que nous avons utilisés la veille, pour ce qui était parfait la veille, mais il va y avoir des grincements dedans. Il va y avoir ça pétait par ici, ça pétait par là, ça pétait par ici. Les instruments ne marchaient pas. Mais non, ça pétait un coup ici, et puis ça grésillait ici, tout ça. Après, on n'avait pas le même nombre de personnes en salle et tout ça, mais cette soirée-là, c'était un coup dur. Après celle de la veille c'est comme ça que je recevais déjà des coups, même quand j'ai fait Alpha Blondy en 2002. Parce qu'il y a des gens qui étaient dans le métier avant nous. Par exemple, moi, je voulais faire un concert. Évidemment, c'est une anecdote sur le concert d'Alpha Blondy. On m'a dit, Danny, il faut qu'on voit ceux qui vont bloquer la pluie et tout ça. Et dans le temps, c'est quelqu'un en plus qui était dans le showbiz, qui aujourd'hui est devenu roi, c'est une tête couronnée. Et donc dans le temps, il dit, il me dit clairement, il me dit, pour faire venir la pluie, c'est nous. Pour l'arrêter aussi, c'est nous. Mais quelqu'un qui est dans le showbiz. Et pour arrêter, pour vous, ça sera 100 000. Dans le temps. Si ce n'est pas 100 000, donc je ne peux rien faire pour vous. Et moi, j'ai dit, mais je n'ai pas un budget de 100 000. Et il a dit, c'est 100 000 ou rien. Et j'ai dit, laisse. En 2002. Et j'ai dit, je vais prier. Et on a fait le concert. Et il n'y a pas eu de pluie. Donc, dans le métier, on pouvait avoir des gens comme ça qui vous regardent. Et qui pouvaient vous tacler à tout moment. Je ne sais pas si tu as vécu ça ou si tu as appris. Il y a eu des histoires. Le Bénin n'est pas simple, n'est pas facile. Il y a eu de ces histoires-là. Donc, c'est après, définitivement, je veux dire, cet épisode-là, de 2007, là. 2007, ouais. En plus, je veux dire, de quelque chose qui était personnel à moi, qui arrivait dans ma vie, et donc qui crée le fossé de la déception, le fossé, je veux dire, de la désillusion, où tu t'enfonces, d'accord? Et en ce moment, tu entends comme une voix qui te dit, mais écoute, c'est toi, Danny. C'est toi la star. C'est quoi le truc? Pourquoi tu vas vivre tout ça? Ouvre-toi les veines, ça va finir. Je te dis, ouvre-toi les veines, ça va finir. Ouvre-toi les veines, ça va finir. Et pendant que cette voix parlait, elle était insistante, je pouvais l'entendre très bien. Pour moi qui suis né à l'église, il y avait déjà un message que j'avais reçu depuis 1997. 97, hein? Et 10 ans après, on est en 2007. Et le message disait, mais nous avons vu Danny était mort. Mais son corps était tellement en putréfaction qu'on n'a même pas pu réellement le saisir et l'enterrer. Pour dire que quand vous servez, je veux dire, le monde sans savoir que derrière, vous êtes en train de servir certaines entités qui vous poussent à aller à des folies, je veux dire, tout ça. Et en même temps, il y a un chemin qu'il trace pour savoir vous ôter cette étoile-là, cette gloire-là dont on parle. Et donc, pendant que cette voix disait ça, j'entends une autre voix qui dit, mais attends, actuellement, tu as un seul garçon, ton fils, que tu aimes, vu qu'il n'a pas grandi avec sa mère, donc c'est déjà assez difficile. Tu crois que si tu n'étais plus là, qui est-ce qui va s'en occuper? Si tu n'étais plus là, qui est-ce qui prendra soin de lui? Maintenant, tu as été le grand Danny tout le temps. Je crois que cette histoire que je dis, c'est la première fois peut-être que je la raconte sur les médias. Je ne sais pas s'il y a 10 personnes qui la connaissent. Et donc, tu as été le grand Danny. Est-ce que c'est comme ça que tu veux
qu'on se souvienne de toi. Parce que, évidemment, j'étais dans une villa où je vivais et tout, mais je vivais tout le temps seul. Ce qui fait que, dans un quartier résidentiel, ce qui fait que si quelque chose t'arrivait là, si tu n'as pas pris le téléphone pour appeler quelqu'un, personne ne saura. Et c'est comme ça que, bah voilà, après des jours, bon, ça va plutôt enfler, tu vois. Et donc, la seconde voix va me résonner et va me rappeler, il y a 10 ans, je veux dire, ce message-là, cette prophétie que j'avais déjà reçue. Et donc, c'est elle qui va me désarmer cette nuit-là. Sinon, dans le tréfonds, je veux dire, du noir que je pouvais broyer, après tout ça, tu aurais pu t'ôter la vie par la voix qui était en train de te guider. C'est comme ça que je vais me lever en disant, il faut que je me relève, je me batte, que je comprenne d'où viennent ces attaques et qu'en est-il. Donc, si, par exemple, je n'ai pas été, comme je disais, un enfant qui était né dans la foi, je vais prendre le chemin contraire, à aller chercher, je veux dire, comme on dit chez nous, dans le noir, mais oui, mais, et tout ça, qu'est-ce qui arrive et tout ça, non. J'ai repris le chemin de l'église, parce avant, je n'allais plus à l'église. Donc, c'est comme ça que mon épisode de repêché par Christ va arriver. C'est pas une déception, mais c'est de tous les combats que tu vas vivre dans le showbiz et tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe comme ça? Quand je vais vivre tout ça et qu'après, je commence mon chemin d'individuation, je vais découvrir une autre personne, en fait, qui est venue pour totalement autre chose, qui n'était qu'en préparation, même avec tout ça. Et donc, la voix, je veux dire, de la puissance du Seigneur va dire, mais écoute, c'est moi qui t'ai fait venir, j'ai un plan pour toi et le temps est arrivé pour que maintenant je commence cette chose avec toi et c'est pour ça que je te mets aujourd'hui un tel obstacle, quels que soient les gens qui aient pu entrer par le parallélisme des formes, des gens qui aient pu entrer, je veux dire, en circuit pour que tu vives ces choses, c'est moi qui l'ai permis. C'est pourquoi j'ai gardé ton âme, le temps est venu pour qu'on change de cap par rapport à ce que tu es censé faire. Tu vois. Wow. Il y en a beaucoup qui ont vécu ça. Lorsqu'un jour, on va apprendre que notre sœur Zoulé s'est suicidée, c'est ça, c'est le même schéma. Il y en a d'autres. Il y a d'autres artistes qui sont jeunes, qui sont morts. Récemment, il y en a plein qui sont morts comme ça. Donc, ce métier que nous faisons, ce n'est pas un métier simple. Non, ce n'est pas vrai. Bon, j'ai suivi ton truc avec l'Audicia. Des hauts et des bas dans une carrière, ce n'est pas pour la première fois qu'on l'a. Mais quand il a raconté l'histoire, tel qu'il la raconte aujourd'hui. Est-ce que c'est possible pour quelqu'un qui a autant d'années, autant de talent, autant de carrière, dans un pays où, et ce n'est pas lié à l'âge, c'est ce que je disais ici, on va revenir dessus, parce que ici, depuis un moment, j'ai appris que les gens d'un certain âge ne pouvaient pas faire, d'un certain âge, ils sont encore jeunes, mais ils ont la quarantaine, la cinquantaine, ils ne sont même pas encore à la soixantaine, mais ils ne peuvent plus faire de radio, de médias, et on les sucre et tout ça, et je dis non. Pourquoi Steve Fassia aujourd'hui ne devrait pas faire les médias? C'est pas vrai. Finalement, tu as fini par savoir à quel âge Claudie a. Mais Claudie fait partie des jeunes, je dis encore, déjà qu'il est bien conservé, comme on l'a dit, il fait partie des jeunes dans le paysage audiovisuel français. À 74 ans, on est encore à l'antenne. À 80 ans passés, Drucker est encore à l'antenne. Aux États-Unis, à 80 ans passés, on est encore à l'antenne. Jean-Pierre Foucault est à l'antenne, il a 74 ans. Arthur a 63 ans. Parce que dans notre métier, il y a quelque chose, il y a ce qu'on appelle la légitimation. La légitimation vient avec le temps. Pourquoi ce qu'on va reprocher à un jeune, à toi par exemple, on ne le reprochera pas? Parce que tu as eu du métier, parce que tu as bonifié et que tu es devenu un avec ce public, cet audimat qui te suit depuis des années. Et que quand l'écran s'ouvre et que tu entres dans la maison des gens, tu te permets d'entrer, on t'accepte. Et ça, c'est pas du jour au lendemain. C'est pas vrai. C'est la somme des années de travail, de carrière qui vous donne cette légitimité totale. Ce qui fait que même quand les annonceurs veulent accompagner des émissions, ils tiennent compte de quel animateur, de quelle personne qui peut être là pour que mon produit que je veux placer, ait du succès au travers de son canal. Donc je me dis que c'est peut-être parce qu'au Bénin, les gens ne travaillent pas avec les annonceurs, les partenaires, les sponsors, en tout cas à la télé, je veux dire.
qu'on ne sponsorise pas assez les émissions ou qu'on n'a pas beaucoup de rapports avec les partenaires, qu'on peut se décider du jour au lendemain à dire que les gens qui sont peut-être de la quarantaine avancée à la cinquantaine ne devraient plus être à l'antenne. Mais c'est l'un des plus gros problèmes, ce qui fait qu'aujourd'hui, ça ne tourne pas chez nous. Chris, j'ai une question. Oui. On a parlé du grand succès et tu nous as parlé du downfall aussi. Ouais. Et de comment Mais ce downfall, c'est moi seul qui l'ai vécu. Qui l'a vécu. Les autres ne savaient pas que tu vivais ce downfall-là. Ce qu'on pouvait percevoir, c'est que Danny a fait, un programme où une partie a été d'un grand succès, une autre partie n'a pas été d'un grand succès. Mais ce que j'ai retenu, comment moi j'ai vécu ce qui n'a pas été le succès, c'est ça qui peut m'avoir touché. Les autres ne savent pas. Quelqu'un d'autre peut se dire, bon, je m'en fous. Mais sauf que quand tu es un homme qui a toujours réussi, c'est comme moi. J'ai jamais doublé de classe, par exemple. Le jour où il m'est arrivé, je devais reprendre une classe, j'étais déjà à l'université, j'ai dit non, j'arrête. Donc, quand je commence aussi, je n'échoue pas. Et le jour où en fait, j'ai ce mental de celui qui veut tout le temps gagner que on ne pouvait pas s'autoriser à comprendre que l'échec fait partie du jeu du gagnant et que l'échec permet, de se renouveler. De se renouveler. Donc, ça peut et c'est ça le moi. Le moi et l'ego du moi. C'est-à-dire que dès que l'échec arrive, tu peux prendre un vrai coup. Ça arrive à beaucoup de stars, qu'il y a des moments où ils sont déstabilisés. Donc, je n'étais pas déstabilisé par rapport à ma personne, mais j'étais déstabilisé par rapport à ce coup et donc de ce que j'ai pu perdre, certainement comme argent. Et c'est ça qui a fait que je pouvais sentir, moi, le downfall. Mais en même temps que ça arrivait, que je me suis retrouvé seul pour commencer à travailler un cheminement un nouveau cheminement. Exactement, un cheminement spirituel qui va me donner plus de confiance, surtout plus de force spirituelle. Donc, avant ta question, c'est que Lionel, il va te dire, mais j'étais sur scène avec Danny, et puis à un moment, j'ai eu mal. Danny m'a touché ici, et puis la douleur a disparu. Quelqu'un d'autre va te dire, mais à chaque fois que tu veux présenter, que tu es en coprésentation avec Danny, il va dire, prions d'abord. Parce qu'il sait prendre autorité, je veux dire, sur le lieu, sur les âmes, sur les entités, sur les égrégores, tout ça. Toutes ces choses dont je parle, c'est de l'autre côté. Maintenant, tout le monde ne sait pas. Ce qui fait que je peux faire aujourd'hui, je peux faire face à n'importe quoi. En temps, j'aurais même su, quand on devient spirituel, c'est ça. On peut sentir les choses avant, on peut être informé des choses avant, on vous avertit avant par rapport à tout ce qui va se passer, et vous savez prendre vos dispositions. Parce que un artiste, un animateur, un présentateur, un footballeur, un homme d'affaires puissant, un golfeur, les sportifs travaillent avec l'aura. Les politiques travaillent avec l'aura. Mais l'aura peut être attaquée à tout moment. Et quand l'aura est attaquée, c'est clair qu'il y aura un downfall. Et la plupart du temps, pour ceux dont les auras sont attaqués, il faut voir, il y a toujours une petite histoire de femme derrière. Oui. Ouais. C'est fou. On va y revenir. Mais il y a une question que je dois te poser. Ouais. Il y a une réputation que tu avais dans le milieu. Ouais. Pour ceux qui ne le savent pas. Alors, Quiz était reconnu comme un animateur qui se vendait très cher. C'est vrai. Et qui, même quand tout va mal, est capable de ne pas descendre sa facture. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai envie que tu nous expliques ça. Comment est-ce que ça s'est fait que tu t'es fait cette réputation-là un peu dans le milieu? Et comment est-ce qu'on se vend? C'est ce que je vais répondre aux deux. C'est ce que je disais tout à l'heure. Cette réputation, elle est venue avec le temps. Et c'est une réputation légitime. Comment voulez-vous que quelqu'un comme Danny, qui tenait l'émission la plus suivie du moment, si on prend 3 voix sur la place de Cotonou jusqu'à aujourd'hui, j'ai dit 3, cherchez les meilleures, vous allez trouver celle de Danny. Je parle d'abord de voix, de timbre, de puissance qu'elle dégage en termes lorsqu'elle travaille. Après la voix, il va maintenant chercher, je veux dire, ce que le talent lui fait faire. Donc, on sait qu'il y a du travail. Mais tu sais que dans notre pays, il faut le dire clairement, ça fait partie de ce que je disais. J'ai dit tout à l'heure que ce soit journaliste et que ce soit animateur, vis-à-vis parfois de nos contractants, c'est-à-dire les patrons de médias, jamais on a souvent été bien traité. Mon cas est différent.
par rapport à Madame Laïndé, qui m'a aimé, je veux dire, par rapport à ce que je fais, qui m'a porté très tôt. Ce que j'ai vécu à LC2 est extraordinaire. Mais j'ai souvent été comme un grand frère pour beaucoup de jeunes que j'ai vu souffrir de ça. Et maintenant, dans le milieu, pour ceux qui peuvent se dire producteurs d'événementiel, alors que nous-mêmes, nous sommes producteurs d'événementiel, alors que nous sortons du Bénin, qu'on nous accueille, qu'on nous reçoit, OK ? Parfois même, c'est pas dans l'événementiel, même dans les événementiels privés, vous pouvez voir ce que les gens mettent dans l'alcool, dans combien de champagne ils ont payé, dans comment ils ont fait des pieds et des mains pour ramener des choses de Paris et tout ça, de combien on met. Mais quant à l'animateur, je veux dire, qui veut présenter jusqu'aujourd'hui où je vous parle, mais en fait, on le minimise. J'ai parlé avec Donclam qui m'a dit, je suis dégoûté de ce métier. On t'appelle et puis on te fixe le cachet. Ah, voilà ce que j'ai, si tu ne veux pas, laisse. Donc, si tu réfléchis un peu, tu te dis, ah, actuellement, mes cordes ne sont pas bonnes par rapport à ce qui se passe autour de moi, tu vas dire, ok, je prends. Mais le ok, je prends, là, est un piège dans lequel tu vas retomber la prochaine fois. Parce que tu es tombé une fois, tu vas tomber l'autre fois. Ce qui n'est pas normal. Aujourd'hui, moi, par exemple, pour mes amis, je peux faire un truc gratuitement. Quand je dis gratuitement, tu sais que mais au moins Danny va sortir sa voiture, il va venir, c'est toi qui dis, je lui donne l'essence. Je n'en parle pas avec toi. Et quand je vais partir, tu m'en dis, bon tiens, parce que c'est pour ton essence. Mais je peux le faire pour mes amis. Et je le fais d'ailleurs, que j'y vais, je dis non, je ne prends pas d'argent. Et c'est lui-même qui dit non. Je dis, mais tu es mon ami, je ne prends pas d'argent. Et il m'a dit, mais attends, tu t'es quand même habillé, on te connaît, tout ça. Mais non, ok. Bon, ça c'est pour ton essence. Ça c'est mes amis. Mais que tu ne sois pas mon ami, mais c'est pas, je ne suis pas seul. Mais vous traitez mal une corporation à laquelle j'appartiens. Mais je dis non. Je dis non parce que quelqu'un comme moi, ce n'est pas toujours de l'animation que j'ai vécu. Il y a un train de vie que vous ne portez pas par rapport à l'animation lorsque vous devez habiter une zone résidentielle. Tout ça, mais pourquoi ? C'est le métier qui demande ça. D'accord ? Soit que vous êtes en zone résidentielle, soit que vous êtes dans un appartement. Mais vous êtes obligé il faut essayer de bien vivre. D'accord ? Vous êtes un produit à vendre, je l'ai dit. Mais ce que nous, on fait au Bénin n'est rien par rapport, parce que le Bénin est un petit pays par rapport aux dimensions. Vous comprenez pourquoi une star, aux États-Unis, elle achète une maison qui vaut combien des 17 millions de dollars, des trucs comme ça, même des maisons qu'on loue qui vaut 3 millions de dollars, des trucs comme ça. D'accord ? Et que vous avez fait du chemin, que vous avez été à l'école, que vous avez fait le parcours, que vous avez le talent, qu'on sait. Et que, soit des gens qui sont dans l'administration, ok, qui n'ont pas votre parcours, mais qui se disent, mais eux, ils coûtent quoi ? Mais eux, ils valent quoi ? Mais on ne s'est pas forcément arrêté à un BTS, nous. Mais pour dire quoi, en fait ? Ou que parce qu'ils sont artistes, on dit, mais non. Tu comprends ? Donc, vis-à-vis de nous, au moment où on te disait que Danny se vend cher, c'est que là où mes frères pouvaient accepter des 100 000, je dis c'est 500 000 ou rien. Oui, mais ça, c'est rien, ça fait même pas 1 000 euros. Tu vois ? Et je ne démords pas. Pourquoi je ne démords pas ? Jerry va te dire. Les marketeurs savent, vous savez, comment on se vend. C'est comme je te dis, la première fois où tu fais le faux pas pour descendre, je vais dire, de ton piédestal, ça va continuer comme ça. C'est pour ça que quand ça doit être trop bas, je dis non, je préfère le faire gratuitement. Là, tu sais que je te l'ai offert. Je te l'ai offert carrément. Ou offert cette prestation-là. Mais jamais tu te diras, mais attends. C'est le prix, ça. Oui, mais non, c'est pas vrai. Et les gens se disent, non, c'est pour 30 minutes. Non, c'est juste 1 heure. Ça veut rien dire. À moins qu'ils tombent sur des gens qui ne préparent pas leur scène. Le vêtement d'un animateur, quand il vient, c'est beaucoup d'argent. D'un présentateur, d'un artiste, oui, ça fait partie de son truc. La qualité de vie qu'il faut avoir. OK ? Aujourd'hui, moi, j'ai passé la 50aine. Mais on ne dirait pas. Parfois, je laisse maintenant blanchir un tout petit peu. Ça fait peut-être un peu beau, peut-être un peu sage. OK ? Pour qu'on ne sache pas. Je sais que rigoureusement... j'ai 10 ans de moins que Claudie, parce que quand il en avait 37 et qu'on se voyait, moi j'en avais 27. D'accord ? Donc, on a de l'âge. Mais pourquoi on ne ferait pas notre âge ? Mais c'est une qualité de vie. Pourquoi on se prive ? Pourquoi moi, par exemple, je mange 1 repas par jour ? Toi, si tu manges un repas par jour. Oh, parce que Claudie nous disait la dernière fois qu'il mangeait 1 repas par jour. C'est 1 repas par jour.
Si j'en arrive à 2, c'est beaucoup. Mon corps ne tient pas. 1 repas par jour. Et dans 1 repas par jour, pourquoi je ne mange pas de viande? Il y a quelque chose de spirituel, ok? Mais en même temps que je sais que le poisson fond vite, d'accord? Pourquoi je n'ai plus de vie d'excès, d'accord? Afin de tenir dans un corps qui continue d'accepter des vêtements entre le M et le L. Que si je passe au XL, ben j'aurais pris peut-être beaucoup de ventre, que j'aurais pris du poids, que cela ne correspond plus à ce que je veux offrir. Donc pourquoi en traversant le temps, on vient... Mais c'est des paramètres, les gens ne savent pas. Pourquoi tu te lèves et toute une journée, tu ne manges que des fruits? Pas forcément parce que tu veux jeûner, parce que tu es spirituel, mais ça, jeûner fait du bien à l'âme, mais ça fait du bien aussi à ton corps, que tu soignes, à ta voix que tu entretiens. D'accord? Pour ne plus être dans des excès, par exemple. Pourquoi à 7 heures, quand la nuit, on veut aller tard dans la nuit, tu es obligé de rentrer? Quand tu es rentré, que tu as été fatigué, pourquoi tu prends du temps pour te reposer? Pourquoi tu fais du sport? Pourquoi tu payes des salles? Donc, c'est un bac. Donc, je veux dire, dans les coulisses, c'est beaucoup de travail sur soi. Avant de venir sur une scène, tu prends la mesure de tout ce qu'il y a à faire. Tu vas travailler tes tests. Et puisque... je veux dire, le présentateur ou l'animateur est la cheville ouvrière de tout. Que les régisseurs aient travaillé, que toutes les sections aient travaillé. Dès qu'il démarre, c'est lui qui fédère tout. Tout vient vers lui et lui, il donne... C'est lui le chef d'orchestre. C'est clair. Et donc, tu es obligé, quand tu as du métier, à ce que l'événement ne soit pas faussé, que l'événement ne soit pas brûlé ni pétanqué. Et donc, en ce moment... Parfois, tu vois, l'animateur fait des va-et-vient vers le régisseur. Ou il parle avec le régisseur, il est obligé de le corriger. Quand il y a des laissés-aller, il fait un point avec le chef plateau, par exemple. S'il y a des choses, il y a du laisser-aller. Il fait un point avec celui qui est, par exemple, comment on appelle, je ne vais pas dire l'organisateur, mais celui qui tient l'événement pour que tout soit prêt. Donc, c'est beaucoup de travail derrière simplement le fait de parler. Mais il n'y a pas que parler, mais d'en parler. Comment tu tiens en haleine, comment tu séduis par les mots, par la poésie des mots, par les figures de style. Entre-temps, c'est le parcours que tu as eu à faire. Mais tout ça vaut quelque chose. Donc aujourd'hui, qu'on dise que Danny, il prend 1 million pour présenter une scène, les gens continuent de dire, mais c'est cher. Mais en quoi ça peut être cher? Quels sont les plus grands montants que tu as eu? J'ai eu le plus grand montant, c'est 3 millions. Waouh, pour une seule scène? Mais oui, mais je l'ai eu au Congo. Je ne l'ai pas eu ici. J'ai jamais eu ça ici. Alors qu'on pourrait bien l'avoir ici. Des gens sont venus d'ailleurs, ils l'ont eu ici, n'est-ce pas? Pourquoi on ne l'aurait pas ici? Les plus grands cachets que j'ai eus, c'est souvent à l'extérieur que je l'ai eu. Mais je rends grâce à Dieu sans trompeter, ce n'est qu'une grâce. Mais c'est la grâce que j'ai reçue de l'Éternel d'être l'animateur de ma génération qui a le plus de parcours, le plus de palmarès, ici comme à l'extérieur. Ceux que j'ai côtoyés, les scènes que j'ai faites, c'est une grâce? Non, mes frères n'ont pas forcément eu la chance de les faire. Quelles sont les rencontres qui t'ont marqué le plus? Les belles rencontres, je veux dire, du milieu, je veux dire, avec des animateurs, j'en ai parlé. Tu vois, il y a Claudie depuis 2001, il y a Ibuga Power, il y a Yves Zobo Junior, par exemple. C'est une école de vie, Yves Zobo Junior. Oui. Yves était à Cotonou, je veux dire, dans le downfall aussi, que lui aussi a connu. Au moment où il était en politique, où on a voulu s'en prendre à sa vie, il était exilé au Bénin. On a vécu ensemble. De lui, j'ai dû apprendre encore d'autres tuyaux, tu vois. Après, quand on est allé au Congo, lui, il était à Kinshasa. Moi, j'étais à Brazzaville, où on a fait du chemin. Donc, voilà de grandes écoles qui étaient là avant nous, de qui on apprend. En termes de philosophie de vie, celui qui a permis que les portes les plus grandes commencent à s'ouvrir pour moi, ce monsieur s'appelle Jean-Pierre Ngombe. Il a été très tôt ministre de la Culture du président Sassou Nguesso. Et dans les années 1999, je veux dire, après la guerre du Congo, il sera le directeur artistique du FESPAM, donc c'est lui qui recrute tous les artistes, les animateurs et tout ça.
mais qui est un grand homme spirituel, ok, qui avait la boîte de Prod Tamaris. Il est le mari de Pembe Cheiro, une chanteuse congolaise, qui va me donner beaucoup de clés et qui va m'aider aussi. C'est là quand tu fais des choses avec quelqu'un et qu'il est content, qu'il dit ok, je vais faire ça avec toi. Il était correct, il était honnête. Une belle anecdote, c'est que quand la ministre, je veux dire, de la culture du Congo, devait venir au Bénin en 1999, c'est moi qui ai dit au gouvernement, à travers le ministre de la Culture, monsieur Adjovi, que la ministre de la Culture du Congo arrive. Mais personne ne la connaît. Mais moi, je connais le porteur de délégation, par exemple. Donc, quand j'arrive à l'aéroport en 99, donc alors que je suis jeune, que les gens veulent me bloquer, et tout ça, ils sont du protocole d'État et tout ça, écoutez, ils veulent me bloquer, mais je leur dis, mais vous ne connaissez pas la délégation. Vous ne savez pas. Si le vol descend, vous ne savez pas qui vous voulez recevoir. Il n'y a que moi qui sais. Donc, ce qui fait que je suis obligé de les conduire tous sur le tarmac, jusqu'à l'avion. Et c'est en ce moment que je peux présenter. Tu vois, voilà ce qui arrive. Donc, ça, c'est des grâces qu'on a reçues dans le métier. Et c'est comme ça qu'en 2002, je vais être en audience officielle avec le président Kérékou, par exemple, avec la délégation de la ministre de la Culture du Congo. Voilà pourquoi j'ai eu une très belle histoire avec le Congo à partir de 99 sur le FESPAM, 2001, 2004, 2005 et tout ça. Donc, c'est des personnes que vous rencontrez qui sont de belles personnes. Et quand vous faites des choses avec eux, parce que vous les faites de façon désintéressée, quand ils veulent vous rehausser, vraiment, ils vous rehaussent. Et c'est pour ça que dans ce métier, on dit de ne pas être forcément capricieux. Maintenant, quant aux caprices dont on parlait, je veux dire des salaires sur Cotonou, permettez que je sois capricieux. Et aujourd'hui, à mon âge, ce n'est pas des caprices. Il faut qu'on paye les gens selon qu'ils ont du talent, selon ce qu'ils valent. C'est clair. Ça se fait dans d'autres secteurs, les secteurs privés, tout ça, mais notre secteur souffre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui que je suis un peu en retrait, je dis, mais il faut tout faire pour que les jeunes qui arrivent, qu'ils aient assez de talent, qu'ils soient assez formés, déjà par leur background, afin de valoir ce qu'ils doivent valoir. Pour moi, je n'accepte pas. Pas pour moi même, parce qu'aujourd'hui, peut-être que sur le Bénin, aujourd'hui, moi, je vais peut-être présenter 4 à 5 grands événements par an. Donc, à un moment, je me suis standardisé sur des événements haut de gamme pour ne pas avoir à me fatiguer, de sorte à ce que, voilà, si je fais ces événements, en plus d'autres choses que je peux faire, je sais que je suis tranquille. Donc, je ne cours pas 10 000 événements. Évidemment, nous avons des petits frères qui sont en train d'arriver. Il faut leur laisser de la place, il faut les laisser s'exprimer. Et je le veux. Et moi, je les encourage d'ailleurs, autant que quand j'ai des scènes avec eux, ils savent qu'il est free, il est totalement relax avec nous. Et il ne tient pas son âge, il ne tient pas son rang. Au moment où on est à duo, je me mets à leur niveau, entre les conseils et entre le fun qu'on peut partager ensemble, parce qu'il faut qu'eux aussi, ils ont des femmes. Et ce qui nous a fait du tort à nous, maintenant qu'on prend de l'âge, ne doit pas leur faire du tort à eux. Donc ce n'est pas seulement mon combat. Si des gens peuvent venir d'ailleurs et toucher autant de cachets, il faut que le Béninois qui travaille aussi bien ici touche autant de cachets. C'est clair. Comment tu as vécu la fin de LC2? Moi, je n'étais pas amer. Et je ne pouvais pas l'être parce que j'ai une nature. Je ne m'attache pas aux choses. Comment ça s'est fait? Quand je suis venu à la radio, par exemple, tout le monde signait des contrats. À Gof FM, tu veux dire? À Radio Weke. À Radio Weke, Radio Weke. Ouais. Tout le monde signait des contrats pour rester. Et nos patrons, comme je dis, n'ont pas toujours été honnêtes. Il y a d'autres patrons, mais c'est une vérité. Alors, vous, les animateurs, on va vous proposer peut-être des contrats pas totalement intégrés. On vous propose des contrats de collaborateurs extérieurs. On va garder peut-être des techniciens sur place, des trucs comme ça, mais parce qu'on dit un animateur, il va et vient, on vous propose des contrats de collaborateurs extérieurs. Alors, pendant que tout le monde signait des contrats pour rester, non, moi j'ai demandé un contrat de collaborateur extérieur. Parce que je savais que je ne venais que de commencer et que ce n'était qu'un tremplin. Du jour au lendemain, par rapport à comment je me vois, comment je me projette, comment je visualise, la grandeur des choses que je veux faire,
je vais sauter. Du jour au lendemain, je vais sauter. Et quand je voudrais sauter, je ne voudrais pas que quelque chose me bloque. Donc, il faut que je sois libre de bouger. Aucun contrat... Parce que les animateurs sont dans un circuit artistique, hein, quoi qu'on dise. Hein, c'est un circuit artistique. Donc, un contrat de collaborateur extérieur, on peut comprendre. Mais au moment où le gars veut bouger, il faut qu'il bouge. Donc, il me propose d'abord ce contrat parce qu'il ne veut pas être obligé de payer tout ce qu'il faut payer. Donc, moi, j'accepte. Puisque je sais que ça, ce n'est pas ce qui me fait, en fait. Ce n'est que la base qui me permet de tourner tout ce que je veux tourner autour en tant que promoteur, en tant que producteur et de choses que je peux faire. Donc, au moment où j'étais à la radio et ils ont accepté ça comme ça en tant que collaborateur extérieur, ils oublient qu'il y a un danger. Le danger, c'est que si le collaborateur extérieur a quelque chose de mieux à faire, rien ne l'empêche, il va aller faire. Son engagement, il n'en a rien à cuire. Et donc, au moment où... Alors qu'en France, par exemple, on fait de la radio et en même temps on fait de la télé, on ne peut pas faire des médias concurrents. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire 2 télés. Tu ne peux pas faire 2 radios en même temps, mais tu peux faire une radio et une télé. Ce n'est pas des médias concurrents. Quand le choix m'était donc offert de partir à LC2, j'aurais pu faire les 2 médias en même temps, sans être des médias concurrents. Mais le directeur de la radio, je dis le promoteur de la radio, dans le temps, il a dit non. Donc, quand il a dit non, c'était simple pour moi. J'ai dit, je démissionne. Quand je démissionne, je n'ai pas de droit. Et donc, j'ai démissionné. Donc, quand j'arrive à LC2 aussi, à LCD, j'étais assez bien traité, comme j'ai dit, à cause de l'amitié et surtout de la qualité du travail que j'offrais, de ce qu'elle aimait. Pas qu'elle me protégeait, qu'elle me couvrait, mais voilà, c'est moi qui suis peut-être en âge, peut-être le grand frère, mais c'est elle la directrice, donc, mais elle me couvrait, donc pour que je sois sur une bonne ligne. Mais j'avais toujours le même contrat, je veux dire, de producteur, de collaborateur extérieur. Ce qui fait que quand mes heures d'antenne, je ne suis pas à l'antenne, je pouvais faire autre chose, je pouvais voyager, je pouvais aller sur des événements, des trucs comme ça. Moi, je ne pouvais pas souvent faire des mises en boîte parce que sur mes émissions, il y avait les inserts téléphoniques. Il fallait appeler en direct. Mais quand tu sais que tout ce que tu fais à l'extérieur est plus que ce que tu fais à l'intérieur et que tu as appris donc à équilibrer, je veux dire, toutes tes cordes et savoir voler de ses propres ailes, quand il arrive que LC2 commence à péricliter, je vais avoir mal, pas pour moi personnellement, mais pour ce qu'on a fait, pour cette qualité, je dis, de travail, pour ce feeling-là qu'on a créé avec le public béninois, pour cette nation que cette chaîne a servi. J'ai dit à quelqu'un la dernière fois, avec tout ce que le président Talon a pu faire, qui a donné un bond au rayonnement du pays, tout ça se préparait. Le mindset prépare ce qui va arriver. Mais le mindset du Béninois a réellement commencé à changer à partir d'LC2. Tout le monde était d'accord de ce que la culture ivoirienne s'est ouverte à nous par rapport aux vidéos qu'on pouvait recevoir, aux émissions qu'on recevait. La culture américaine s'est ouverte à nous par rapport aux vidéos qu'on recevait, par rapport aux sorties des animateurs, de choses qu'on faisait ailleurs et tout ça. Donc, le jeune urbain, le jeune Béninois urbain a commencé à apprécier autrement sa vie à partir de tout ce qu'il regardait, de ce qui pouvait maintenant influencer sa mode, qui pouvait influencer sa manière de voir sa vie, de faire les choses et tout. Et donc, c'est ça que je vais regretter. Et je le regrette encore aujourd'hui de ce que nous n'arrivons pas à répliquer un modèle de succès, je veux dire, sur les autres chaînes, depuis ce grand moment-là. Et lorsque la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, va activer ses chaînes et qu'on regarde ce qui se fait à Abidjan. Je travaille avec quelqu'un qui m'a dit « Ouais, il faut qu'on regarde un peu ce que fait... tu sais, il y a un animateur en Côte d'Ivoire, Cheikh Ivan. Donc, il faut qu'on regarde un peu Cheikh Ivan. » Et je lui ai dit, il y a 10 ans, 15 ans, 16 ans, presque 20 ans en arrière, que LC2 faisait tout ça. Et pour les Ivoiriens, la chaîne 2 était la référence. Les Ivoiriens regardaient MTV2 dans toutes leurs maisons, parce que c'était une chaîne de musique en continu,
comme un peu ce que Trace fait maintenant. Donc je lui ai dit, mais ma référence aujourd'hui n'est pas tournée vers la Côte d'Ivoire, elle est tournée vers la France et peut-être les États-Unis. Pour dire, mais ce que nous avons fait avant les autres, ils n'étaient pas encore en démonopolisation. Aujourd'hui, ils sont en démonopolisation, c'est nous qui régressons. Et il y a ça que le Bénin fait souvent qui n'est pas bien, quoi, en fait. Oui, nous avons été quartier latin, à un moment, nous régressons. Nous avons été les premiers, en palmier à Hull, à un moment, nous régressons. Nous avons été les premiers à mieux parler français, à envoyer des instituteurs, au Gabon, en Côte d'Ivoire et tout ça. À un moment, nous régressons. C'est pas pareil. Nous avons été, en termes de médias, les premiers. Aujourd'hui, nous régressons. Donc, c'est cela qui fait mal de voir que les mêmes acteurs sont toujours là et pourtant, nos médias aujourd'hui piétinent. Sinon, si c'est personnel, par rapport, puisque dès que je n'étais plus à LC2, je pouvais maintenant produire mes émissions et que j'ai commencé à produire, que même quand j'ai produit le cabaret de Dany, je l'ai produit un moment avec Canal 3, d'accord ? Et qu'après Canal 3, je l'ai produit à l'international avec Africable, qui est à Bamako, mais qui diffuse sur le bouquet de CanalSat, et que je produisais et que j'envoyais le PAD à Bamako, ce qui me faisait aller régulièrement dans le temps, entre 2012 et 2015 à Bamako, pour faire pour avoir des rapports et des séances des réunions de production avec la télévision depuis là-bas. C'est ça le regret que nous avons. Et je crois que tout le monde a le même regret. Parfois, je vois des gens, ils font venir des images d'LC2 sur les réseaux, sur Facebook. Ils vont dire, dans le temps. Et ils vont ramener le nom de tout le monde. Franck Alain, Ouzi, Fidèle, Tony, Inès, Dany, et même notre grand frère, le grand Christian Lainé. Ils vont ramener tout ça et ils vont dire, mais où sont toutes ces personnes? Elles sont là. Bon, peut-être que le temps fait les choses et donc parfois il faut laisser le temps aussi au temps. Mais comme je dis, pour autant que nous pouvons regarder de loin, pour autant que nous pouvons parler, tel que je l'ai dit tout à l'heure, ce qui ne va pas, c'est ça que je dis. La plupart des chaînes ont pris le mauvais virage. On ne peut pas réussir à faire de la chaîne sans le divertissement. C'est ce qu'on fait à Abidjan aujourd'hui. Et c'est ce qui fait qu'à Abidjan, il y a de l'engouement à Abidjan. Abidjan est une grande cité de culture. Grande. Cotonou peine à être cette cité de culture. Même parfois, quand on impulse, on sent qu'il y a quelque chose qui ne tient pas. Mais regardez, du temps d'LC2, Defao était venu à cause de ce que LC2... Mais c'est ça la force des médias. On te matraque, puisque c'est notre chaîne, puisqu'on est coproducteur de l'événement, on matraque jusqu'à 60 fois, 70 fois, chaque 3 minutes, chaque 5 minutes, la pub passe en fait. Et LC2 était coproductrice en tant que chaîne du concert de Defao. Mais c'était pour la première fois. Et c'est LC2 qui a amené les vidéos de Defao. Mais c'était plein à craquer. Pareil pour quand on devait tourner, Révélation. La pub de Révélation pouvait passer 40 fois. Mais le soir venu de l'émission, il y avait tellement de monde qu'on en rejetait presque la moitié. On prenait la moitié et on rejetait la moitié. On ne pouvait pas les faire entrer dans le CCF. Mais c'est ça la force d'un média. Et donc aujourd'hui, cette force n'existe plus. Pourtant, les médias sont toujours là parce qu'on n'a pas voulu produire. Et donc, du coup, cet amour du public béninois ou bien de l'audience béninoise pour nos chaînes, c'est totalement affondu. J'allais te poser la question de savoir quel est le regard que tu portais sur les médias béninois aujourd'hui, mais je crois que tu as répondu déjà à la question. Oui. Et en fait, je vais continuer sur la prochaine question. Le truc, c'est que parfois, je tombe sur mes frères et sœurs qui animent encore et qui continuent de se plaindre. Et parfois, nous sommes sur les plateaux. Aujourd'hui, en tout cas, le seul plateau que j'aurais visité qui est assez digne, c'est le plateau de l'ORTB, de la SRTB aujourd'hui. Moi, j'ai une question par rapport à ça. C'est surtout, aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, on est à l'ère aujourd'hui du digital. Il y a TikTok, il y a Instagram, il y a Facebook, il y a YouTube. La démonopolisation des ondes a créé des chaînes privées en 1997. Et aujourd'hui, on est en 2026, donc 2027 bientôt, où
des gens comme moi, on peut se lever, on peut créer nos propres médias et on peut monopoliser autant d'attention, pour ne pas dire plus d'attention et d'audience que les chaînes traditionnelles aujourd'hui classiques. Quel est toi ton avis aujourd'hui sur ce nouveau monde? Et la question continue en disant ce que j'ai envie de savoir, c'est si Danny avait 25 ans aujourd'hui, en 2026, est-ce que Danny, avec l'avènement des réseaux sociaux, tout ça, des podcasts, tout ça, est-ce que Danny se verrait propriétaire dans son propre média ou il essaierait de créer son propre média, de divulguer son propre message, de gérer son média, de le monétiser d'une façon ou d'une autre, ou il essaierait toujours de passer par les méthodes traditionnelles, les chaînes de télé, etc. Non, c'est clair. Avoir son propre média, c'est même un rêve que je n'ai pas oublié. En 2013, j'étais à Dubaï pour aller regarder, je veux dire, pour ma boîte de prod, tout ce qui pouvait être, tout ce dont j'avais besoin. Et j'avais ce projet-là que j'ai écrit totalement de combien il me faut, d'ailleurs, pour monter un média. Et je vais parler d'une vraie chaîne. Il m'est même arrivé, je veux dire, de voir l'un des plus grands promoteurs du moment, le fils de l'ancien président, où je lui dis, par exemple, il est bon d'avoir une chaîne à soi. Tout ce que nous mettons, je veux dire, dans le festival, c'est beaucoup pour pouvoir avoir une chaîne. Mais là où la chaîne aide, c'est quoi? Il y a du suivi. On peut rediffuser plusieurs fois ce qu'on a fait. On peut créer des coulisses, ok? On peut produire des émissions à partir de tout ça. En fusionnant, par exemple, avec le centre communautaire, on peut être plus proche des jeunes et avoir, je veux dire, un modèle de télé qui ne soit pas trop lourd, je veux dire, sur les jours, voilà, la rédaction et tout ça, mais qui soit assez light, proche, comme un média de proximité. Et surtout, pour quelqu'un qui fait des affaires, qui a des entreprises, il est important. Il y a, en France, il faut le demander à tout le monde, les plus grandes boîtes en termes d'entreprise ont toujours une chaîne média. Toujours. Oui. La plupart des grands groupes ont leur chaîne média. Vous savez qu'on dit que Canal+, appartient à M. Bolloré. Voilà. Et à l'intérieur, CNews, en France, le groupe Lagardère avait ses chaînes. Pourquoi ? Parce que ces gens font beaucoup d'activités qui ont besoin de com et qui ont besoin de pub. Mais ce qu'on paye en pub, c'est beaucoup. Là-bas, c'est encore plus beaucoup. Mais ici, par exemple, avec les nouvelles grilles, on voit que si quelqu'un doit régulièrement communiquer, je vais dire à la télé, la com prend beaucoup d'argent. Mais si j'ai... mon propre média. Exactement. Je passe mes propres messages pour pousser mes propres produits, ce qui est normal. Même si je le tarifie, après, je vais compenser à l'interne dans la boîte. C'est pourquoi, et en plus avec le désaveu dont je parle et cette douleur que nous avons de voir que des choses que nous avons aidé à faire sont en train de péricliter, je me dis, il faut qu'on ait un nouveau modèle. Ça, c'est sur les médias traditionnels. Maintenant, sur les médias, je vais dire, de proximité par les réseaux, c'est tout autant normal. Moi, j'aurais pu remonter sur les réseaux. On m'a proposé des émissions sur les réseaux. J'ai dit non. Parce que dans ce qu'on me propose, je n'aurai pas la main pour avoir ce que je veux avoir. Pour moi, après 27 ans, je veux dire 28 ans, 29 ans maintenant, l'année prochaine, ça va faire 30 ans. Après 29 ans dans les médias, je ne me vois pas forcément faire de petits plateaux. Par exemple, ici à Podelab, ce n'est pas un petit plateau. Le temps de discussion qu'on a sur les réseaux, c'est 2 heures. Où tu arrives, Béni, je veux dire, à sortir de quelqu'un ce que personne ne sait. En termes de vécu et en termes de vision et de perspective, de construction pour la communauté. C'est énorme par rapport aux moyens donc, que ça demande de mettre. Mais puisque moi, j'ai régulièrement évolué, je veux dire, dans un volet spectacle, divertissement, nous avons le regret aujourd'hui de voir que sur aucune chaîne, nous n'avons aucune émission de divertissement, aucune émission spectacle. Je veux dire, à gros budget, comme des productions comme The Voice, je veux dire des productions comme Taratata, des productions comme la Starac. Quand Claudie, par exemple, voulait faire la Starac à l'africaine, il l'a fait dans le temps au Gabon, tu vois.
Mais c'est des choses que nous pouvons faire. Nous avons de grandes boîtes, de grandes entreprises aujourd'hui qui peuvent accompagner, mais nous ne le faisons pas. Et donc, avoir une scène pour un maître de cérémonie qui a été régulièrement un animateur en live, un présentateur en live, et qui a présenté, devant 100 000 personnes, devant 50 000 personnes. Parfois, on a envie que cette magie-là fonctionne. Et le peuple, l'audience aussi attend ça, ce que nous n'avons pas. Je me rends compte que si je vais sur des médias de proximité, je ne peux pas non plus investir autant d'argent, pour produire et ne me cantonner que sur Internet. Si on regarde bien aujourd'hui, tous les médias traditionnels reviennent, avec leur hashtag 3W pour être un relais de tout ce qui a été fait pour ceux qui n'auraient pas eu le temps de suivre ces émissions-là, de pouvoir les suivre maintenant sur les réseaux, sur les hashtags. Maintenant, les réseaux aussi ont quelque chose, de spontané et de, de pas définitif. C'est-à-dire, par exemple, YouTube, à part un live, est-ce que YouTube prend... pas YouTube, pardon. Est-ce que TikTok prend un contenu de 30 minutes? Je ne sais pas. Mais voilà. Donc, c'est des réels tantôt, tu vois, c'est des shorts, c'est des petits shorts. Et les shorts, tu peux les sortir, d'une grande émission, quoi, que tu poses, tout ça. Donc, pour moi, ce n'est que des relais pour amener au principal. Parce que dans le temps, on disait, avec Internet maintenant, les médias classiques vont disparaître. Mais c'est faux. Aujourd'hui, on continue de voir qu'il y a de grands audimates qu'on fait. Par exemple, TF1 va vous faire des audimates de 6 millions de personnes qui ont sur une émission, de 4 millions sur une émission. Et ça se jauge encore. Et donc, les médias traditionnels sont encore présents. Les chefs d'État vont avoir des shorts qui passent, ou les politiques vont avoir des shorts qui passent sur les réseaux, mais lors des grandes messes, les grands interviews se font toujours, soit sur le plateau du 20h ou avec, parce qu'il y a quelque chose de plus solennel dans la télé traditionnelle. Oui, il y a quelque chose, quand les lumières s'allument, quand il y a de la magie, il y a, tu vois, le studio, l'ampleur, du décor, tout ça, ça fait partie du rêve. Et c'est pour ça que les gens restent toujours connectés. C'est vrai qu'on n'appellera pas des gens qui font quelque chose comme toi, parce que YouTube, c'est un plein média, mais sur les réseaux, surtout TikTok et tout ça, même des stars que TikTok, révèle, et selon qu'ils ont des vues, moi j'ai dit clairement, il ne suffit pas juste de prendre son téléphone et là, par exemple, on n'est pas avec des téléphones, on est avec des caméras, on est sur un plateau, il y a de la lumière. OK, il y a un conducteur qui est en train de tourner, il y a une clim qui tourne. Donc, on ne va pas juste prendre un téléphone, et se faire enregistrer et passer, même si, 100 000, 1 million de personnes, 2 millions de personnes l'ont vu, et juger qu'on est une star. Par rapport à ce qui se fait, dans le métier réellement par rapport au traditionnel. Moi, je dis non. On peut avoir des starlets là-bas, des trucs comme ça, mais non, ça je considère pas. Ça peut nous permettre, d'être plus proches, mais il y a encore du gros travail. La vérité est que personne aujourd'hui ne néglige, ça, comme je l'ai dit, mais la base reste, le structurant qui part forcément des médias classiques, qui vient maintenant, qui est décliné sur les réseaux. Alors, il y a un fameux sujet que tu as essayé d'aborder depuis le début, que j'ai de près ou de loin évité, parce que je savais qu'on allait en parler vers la fin de l'émission. D'accord. Qui est le sujet de ta spiritualité. Du soi, du moi, de l'homme que tu es devenu, exactement, d'un homme des médias. La question que je pense que beaucoup se posent aujourd'hui, c'est est-ce que Quizmaster Danny est devenu un pasteur? Bon, pour le moment, je suis pas un pasteur. Un pasteur, c'est celui qui a une église et qui tient des fidèles et qui les suit et qui les conduit en tant que berger. Non. Mais, du développement personnel, spirituel que j'ai vécu, d'une charge d'onction que j'avais, d'un appel que j'avais, dont mes parents m'ont parlé plus tôt, mais qui va se révéler après ce downfall-là, parce que en spiritualité, il y a quelque chose qui est très important. Il faut mourir pour renaître. Et c'est pour ça que la mort est une grande étape, sinon la plus grande étape de la spiritualité.
Ok, il faut mourir. Donc mourir, c'est pas toujours physiquement, mais ce qui doit renaître doit mourir. Et ce qui meurt et qui renaît ne naît jamais, je veux dire, la version change en vérité. Donc toute personne qui veut reporter une nouvelle identité, ok, doit passer forcément par ce cycle-là où, je veux dire, quelque chose s'éteint pour que quelque chose renaisse. Donc, je vais développer après un puissant don de prophétie. C'est peut-être ce que je suis en train de relâcher là, dans la maison, en fait, quoi, que l'énergie qui vient avec moi, ce que je transporte, la lumière et la puissance, je veux dire, du Saint-Esprit, pendant qu'elle agit, ok, ouvre une porte sur quelque chose que tu veux, que tu n'avais pas encore. Tes succès financiers seront plus grands et tout ça, mais celui-là, il te ressemble comme 2 gouttes d'eau. D'accord? Donc, je vais recevoir un don de prophétie, je vais recevoir un don de guérison. Un puissant don de guérison. Je sors régulièrement du pays, je suis en France, je suis à Paris, je suis en Belgique, je suis en Suisse, je suis en Guyane. Et tout ça, je suis en Afrique, je suis en Côte d'Ivoire, je suis au Nigeria, mais pour ça, pour le ministère. Donc, le prophète, qu'on appelle, je veux dire, Nabi, a d'abord une voix. Le voyant, parmi les prophètes, a des voyants, mais le voyant, il va dire ce qu'il voit. On va dire ce qu'il voit. Mais le prophète, sans qu'on ne lui dise, sans qu'on ne lui montre ce qu'il doit dire, lui, il dit. Mais quand il dit, ce qu'il dit va arriver parce que je dis, ses lèvres, sa bouche, sa langue est alignée avec le divin qui est en lui. C'est pour ça que quelque part dans les Écritures, tu entendras, mais je veille sur la parole de mes oins afin de les accomplir. Ce que nous disons, selon que nous formons un avec le divin, c'est comme si c'est lui qui nous dit. Donc avec un don de guérison, mais un puissant don de guérison. Donc derrière la guérison, de l'exorcisme, de la délivrance et tout ça. Donc pour moi, c'est au moment où j'allais me soigner, moi, tu comprends, en faisant mon individuation, que je vais découvrir ça. Ce qui va m'obliger, puisque c'est un chemin de vie que je porte en moi et que je dois forcément... On ne vient pas... Les buts pour lesquels nous venons sur Terre, nous ne les savons pas tous, tu vois. La première partie des choses qu'on a eu à faire, ce n'est qu'une première partie. Il y a encore beaucoup de choses qu'on a eu à faire, des combats qu'on mène, des idéaux qu'on porte, nous ne les connaissons pas tous. Mais sur le chemin, celui qui nous fait venir, ayant un chemin pour nous, il va nous le dire. Donc, il y a... c'est un gros charisme donc de prédicateur avec la puissance de délivrer, de guérir, de soigner, de restaurer comme don prophétique que j'ai eu. Merci, Quiz. Alors, on est pratiquement à la fin de l'émission. Généralement, pour clôturer l'émission, j'ai une question que je pose. Si toi, un homme mourait demain, quel est le message que tu aurais adoré laisser à ceux qui verraient cette émission le dimanche prochain, le dimanche d'après, le lundi sur prochain, dans 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans? Quel est ce message? Je leur dirais, nous sommes des acteurs de notre génération. Par exemple, moi j'ai commencé avant toi, mais puisque la lumière ne s'éteint jamais, ok, le ciel fait, l'univers fait, qu'à un moment où moi je m'exprime peu, toi tu t'exprimes. Au point où je sois venu chez toi, ok, je veux dire donc dans cette émission, pour partager un temps de lumière sur des choses, sur des causes, que nous croyons être, je veux dire, importantes, ok, pour notre génération. À travers nos vies, telles que nous la racontons, telles que les gens la découvrent, de ce qu'ils n'ont jamais su, qu'ils sachent que nous sommes des humains, qu'il y a des erreurs que nous faisons, mais quand nous revenons là-dessus, alors que nous essayons de devenir parfaits au fur et à mesure des générations, cela devrait être donc, je veux dire, la trajectoire de tout homme, que l'on peut commencer grand et que l'on retombe, que l'on ait suffisamment de force, de résilience, je veux dire, d'humilité,
pour reprendre là où il faut reprendre, que si on est sur une trajectoire qui n'est pas bonne, qu'il faut être capable de la corriger, que lorsque notre trajectoire est très bonne, il faut la partager, je veux dire, cette lumière-là, avec ceux qui sont autour de nous, de sorte à ce qu'au moment où nous ne soyons plus là, que les gens disent, ils ont vécu, mais ils n'ont pas vécu pour eux seuls. Si on demande aujourd'hui qu'est-ce que des gars comme les Voltaire ont laissé, ou les grands scientifiques ont laissé, ils n'ont pas laissé, je veux dire, parfois de l'argent, mais ils ont laissé leur pensée transcrite, leur pensée captée, leur pensée relayée. Comme aujourd'hui, des vidéos que nous enregistrons, que nous diffusons, dans lesquelles on verra que de leur temps, il y avait des lumières. Au moment où les choses étaient en train d'aller en vrille, il y a certaines personnes qui tiraient, qui sonnaient l'alarme. Au moment où, je veux dire, les choses allaient mal, il y avait certaines personnes qui, par leurs expériences, partageaient le réconfort qu'on pouvait donner et l'espérance qu'on doit donner aux autres. Parce qu'en toute chose, lorsqu'on aura perdu l'espérance, on aura totalement tout perdu. Que cette génération continue de garder de l'espérance parce que le meilleur reste à venir pour notre pays et pour l'humanité encore. Il y a des temps qui sont sombres parfois, mais il y a des temps de clairvoyance qui arrivent, comme le siècle des Lumières que les gens ont vécu. C'est clair. Merci, Quiz. Merci à toi, Benny. Merci vraiment de m'avoir reçu. Merci pour ton histoire, pour ton honnêteté, pour la transparence, pour toute la valeur que tu as partagée avec nous. Merci. J'espère que vous avez apprécié chez vous. On se donne rendez-vous le dimanche prochain pour un nouvel épisode. Envoyez le maximum de cœur dans les commentaires pour la légende qui est Quiz Master. Merci beaucoup. Merci, Benny. À dimanche prochain. Ciao, ciao.